aux nouveaux et aux anciens, celles et ceux qui viennent depuis 5 ans aux amphis ou qui viennent d'arriver, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon séjour jusqu'à maintenant. J'espère que l'heure et demie que nous allons passer ensemble va être à la hauteur de vos attentes et même au-delà. Je suis Danielle Obono, soumise NUPES, et je suis très heureuse d'animer aujourd'hui cet entretien, conversation, on a dit qu'on faisait la papote, avec Geoffroy de la Gannerie. Bienvenue Geoffroy. Il descend tout juste du train. Et donc c'est la deuxième séquence de cette série de grands entretiens. Le premier a eu lieu avec Michaël Zemmour et Adrien Clouet. Il y en aura deux autres, l'un avec Monique Pinson-Charlot et avec Édouard Louis, dont nous parlons peut-être un petit peu, certainement, dans notre échange. Et donc, ça fait partie des plus de 150 débats que nous avons lors de ces amphis, où nous invitons des chercheurs, des syndicalistes, des personnalités engagées dans tous les champs de la lutte pour l'émancipation, pour nous informer, nous instruire, échanger. Et on a beaucoup à apprendre, je pense, des différentes perspectives qui sont proposées par toutes celles et ceux qui participent de ce même mouvement de lutte que la France insoumise, au sens large, qu'ils et elles fassent partie de notre mouvement ou pas. Donc, je remercie encore toutes celles qui ont accepté de participer, et dont Geoffroy, que je vais très succinctement présenter, puisqu'il fera l'essentiel par lui-même très, très bien. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu et qui connaissent bien cet auteur, philosophe, sociologue, qui travailler sur les différentes questions que nous allons aborder et qui a produit énormément d'ouvrages, dont le dernier en date, le plus récent, s'intitule 3, une aspiration au dehors, éloge de l'amitié, qui date de 2023. Mais également, on va évoquer l'ouvrage sur l'impuissance politique, sortir de l'impuissance politique de 2022. Et un autre ouvrage sur lequel je voulais revenir, c'est la commissaire aux lois qui parle, parce qu'il m'avait beaucoup interpellée sur l'état pénal face à la sociologie. Mais c'est 3 ouvrages parmi une dizaine que je vous invite à découvrir. Geoffroy, tu es professeur à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy et travaille sur différents sujets de la philosophie politique, la théorie politique, la sociologie, l'art ou la culture. Mais tu es aussi connu pour tes engagements, ton soutien à différentes luttes, mobilisations, au collectif comité Adama, notamment dans la lutte contre les violences policières. Tu as coécrit avec Assa Traoré un ouvrage sur ce sujet. Et puis, ton soutien aussi aux luttes sociales, à la lutte contre la réforme des retraites. Donc, une figure de ce qu'on appelle l'intellectuel engagé. On dira si ça correspond à la manière dont tu te définis. Et qui est un soutien extrêmement important dans la bataille, on va dire, intellectuelle, idéologique. On parlera de la question de l'hégémonie. Tu abordes cela dans un de tes ouvrages, et tu as plusieurs critiques sur ce sujet, et aussi appréciations que tu pourras partager. Et donc, je te remercie aussi à ce titre, parce que c'est quelque chose à la France insoumise dont nous pensons qu'il est indispensable. C'est notamment l'objet de l'Institut La Boétie, qui a co-organisé ces grands entretiens et participé à élaborer une grande partie du programme des amphis. Nous avons lancé cet institut parce que nous pensons qu'il faut s'armer du savoir et mener la bataille contre les dominants aussi sur ce terrain-là, intellectuel, académique, universitaire, en le liant tout le temps à ce que nous faisons dans les luttes, et en faisant un instrument de lutte. Voilà, je vais
tout de suite passer la parole à Geoffroy, te passer la parole pour te demander un peu quelle est ton appréciation aujourd'hui de la situation politique. On est en fin d'été, dans une période caniculaire, avec une rentrée qui s'annonce dure et difficile pour des millions de personnes, pour toutes les raisons qu'on a évoquées et qu'on va évoquer ces jours-ci aux amphis, l'inflation, etc. On a un pouvoir qui est bien en tête à continuer à mener ces politiques. Voilà, dans ta position d'intellectuel engagé, comment est-ce que tu analyses la situation politique actuelle, le paysage et ce qu'il y a à faire pour toutes celles et ceux qui pensent que c'est intenable et qu'il faut changer tout ça. En gros. Oui. Bonjour à tous et bonjour à tous. Merci beaucoup Daniel de m'avoir présenté, d'avoir eu la gentillesse de vouloir qu'on anime ensemble ce dialogue. Et bonjour à tous et à toutes d'être venus nous écouter. Alors c'est une question un peu large. Et moi, c'est vrai que je me méfie un peu dans la théorie politique des diagnostics un peu trop globalisants. C'est saisir une époque avec des catégories un peu grosses, réactionnaires, néolibérales, etc. Je pense que l'un des principes que moi j'ai essayé de mettre en place dans mon livre, notamment sur l'impuissance politique, c'est qu'en fait le présent est très souvent chaotique et qu'on ne peut pas vraiment faire de diagnostic général d'une époque. Il y a toujours des moments de progrès sur certains sujets, des moments de régression sur d'autres, que l'État lui-même est un principe, pas le gouvernement, mais l'État est un principe qui peut avoir des aspects très positifs et des aspects très négatifs, etc. Qu'il y a des choses qui sont des progrès juridiques qui peuvent se mettre en place, et comme par exemple le Conseil d'État qui va s'opposer au dissolution des mouvements de la Terre, donc qui montre une conquête juridique, mais qu'en même temps on a des offensives réactionnaires de Darmanin qui veut les dissoudre, donc il y a des luttes même à l'intérieur du champ de l'État sur qu'est-ce qu'on appelle le droit, qu'est-ce qu'on appelle le droit de la dissidence ou de la violence aujourd'hui. Et donc en fait il faut se méfier un petit peu à mon avis des diagnostics un peu trop généraux qui très souvent en fait sont des manières pour nous de penser qu'on capture le présent mais qui vont nous engluer dans des formes de pessimisme, un peu en quelque sorte, hein, et qu'il faut penser un peu localement. Il faudrait toujours poser la question comment tu saisis la situation sur la question policière, comment tu la saisis sur la question raciale, comment tu la saisis sur la question de la sécurité sociale. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est plutôt par bloc de système de pouvoir, à mon avis, qu'il faudrait faire des évaluations que des évaluations plus globales. Maintenant, si jamais je pense que la question qu'on peut aborder, c'est la question du rapport politique qui peut exister entre les forces progressistes et ce qu'on peut appeler le bloc macroniste qui est au pouvoir, ou ce que moi j'appelle la guerre sociale qui est en cours aujourd'hui et dont le chef est Macron, et qui mène une offensive à peu près généralisée sur tout un ensemble de dimensions de la vie, que ce soit sur le travail, que ce soit sur la question de la retraite, que ce soit sur la question de la santé, que ce soit de l'éducation, etc. Et qu'est-ce que ça voudrait dire de penser le présent dans lequel on vit, et quels sont les instruments qui peuvent nous permettre d'y résister, de peut-être penser une possibilité de capturer l'appareil d'État dans 4 ans, puisque c'est l'objectif que nous devons avoir toujours en tête, c'est de nous approprier l'appareil d'État. Ce qui, à ce moment-là, pose une nouvelle question, qui est quel est l'état des rapports de force internes à la gauche entre la France Insoumise et les Verts, la France Insoumise et le PS, et le PC, si tant est que le PC soit encore un parti de gauche, pour essayer de comprendre... pour essayer de comprendre voilà, quelles sont les choses qu'on doit, les disciplines ou les objectifs qu'on doit mettre en place pour essayer d'être le plus efficace possible politiquement. Alors moi, sur la question de la situation politique actuelle, j'évolue, et je le dis très honnêtement, entre deux pôles. Le macronisme exerce sur moi et sur, je pense, beaucoup d'entre nous, un caractère de terreur et de terrifiant, parce qu'on a l'impression d'un pouvoir de droite sans limite dans sa radicalisation. C'est-à-dire on a l'impression d'avoir accès à une droite dont la frontière avec l'extrême droite, on a de plus en plus de mal à la saisir. Notamment l'entretien que là vient de donner Macron dans Le Point sur la question des émeutes et des révoltes urbaines après la mort de Naël, où Macron parle juste de décivilisation, il faut remettre au centre de l'ordre social la famille et l'obéissance aux institutions, etc. Donc quelque chose qui, dans son humeur, on a beaucoup de mal à distinguer ce que serait un propos d'extrême droite par rapport à un propos d'une droite dure ou d'une droite classique telle qu'on a pu la connaître avec Chirac ou Sarkozy. Donc on se dit toujours, est-ce que Macron est en train de faire sauter un certain nombre de limites
de limitation interne à ce que la droite se fixait avant pour aller de plus en plus loin, ce qui fait qu'on ne sait plus vraiment faire la distinction entre la droite macroniste et l'extrême droite. Par exemple, un truc qui est très frappant, mais toi tu nous l'as beaucoup raconté quand tu parles de l'Assemblée, c'est le rapport des macronistes à la vérité. Par exemple, les macronistes sont des menteurs professionnels et patentés, c'est-à-dire que c'est même pas comme Sarkozy qui pouvait dire moi je veux faire des peines planchées, moi je veux détruire la sécurité sociale, moi parce que je crois au mérite, etc., qui assumait de manière claire un programme politique avec lequel on était en désaccord. Un macroniste, il peut te regarder dans les yeux et te dire je finance l'école alors qu'il diminue les budgets de l'école. Il peut te regarder dans les yeux, on dit on accueille les personnes handicapées alors qu'il il limite l'accès aux personnes handicapées pour les écoles ou pour le travail. Il dit je m'occupe des CHTC à l'entreprise sur la pollution alors qu'ils ont dissous les comités d'hygiène dans les entreprises. Donc en fait, il y a cette espèce de rapport au mensonge flagrant qui normalement était une caractéristique des régimes fascistes, c'est-à-dire en fait d'avoir une manipulation totale de la vérité, de ne même plus assumer ce qu'on fait et de te mentir droit dans les yeux en te souriant en plus, qui est vraiment assez insupportable et qui donne un espèce d'effet comme ça de tétanie parce qu'on se dit on ne peut plus s'y opposer du tout parce qu'il n'y a même plus de rapport à la vérité, il n'y a même plus de rapport aux chiffres, il n'y a même plus de rapport à un projet politique clair. Comment ils assumeraient, et dont on pourrait dire on en a un autre, c'est qu'ils mentent sur leur projet politique en permanence. Et il faut, comme se battre deux fois, il faut se battre contre eux et contre leurs mensonges. Et puis comme les médias sont plutôt du côté de leurs mensonges, il faut se battre trois fois contre ceux qui relayent leurs paroles à travers les médias, les éditorialistes, etc. Donc c'est une espèce de spirale infernale dans lequel on ne sait plus si l'ennemi, c'est le macronisme, les médias, la vérité, le mensonge. Et voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui, moi, me fait penser qu'on vit dans un régime assez nouveau politiquement par rapport à la droite sarkozyste. Parce qu'en même temps, et c'est là que j'hésite, parce que je me dis en même temps, est-ce que quand je dis ça, je ne suis pas en train de faire une forme d'éloge de la droite ? Parce que si on se dit, c'est vrai, on s'en est à regretter Sarkozy et Chirac, et on se dit, est-ce qu'on a besoin que la droite soit d'extrême droite pour la détester ? Et je me méfie des discours qui aujourd'hui extrême droitisent un peu trop Macron. Parce que d'une part, c'est vrai qu'elles empêchent de faire la frontière entre un projet authentiquement d'extrême droite et un projet de droite dure. Et puis d'autre part, elle fait comme si implicitement, il y avait la bonne droite, la droite qu'on pouvait respecter, la droite honnête, la droite, etc. Et puis qu'il y avait le macronisme dépassé les bornes. En quelque sorte, comme s'il fallait que la droite soit plus que la droite pour être haïssable. Or, la droite peut être haïssable en étant la droite pure, la droite conservatrice, la droite traditionnelle, la droite chiracienne, la droite baladurienne, la droite Sarkozy. Et Dieu sait que quand c'était la campagne de 2012, on avait Hortefeux, Guénaud, Guéant, on ne s'en souvient plus, pour ceux qui avaient comme mon âge, etc. Mais quand on suffoquait là-dedans, je veux dire, l'élection de Hollande, ça a aussi été... on était débarrassé de ces gens-là dans toutes les matinales, tous les matins. Ça a été quand même une bouffée d'air, au moins pour 2 mois. Mais ça... Non, mais ça... Et ça compte, respirer 2 mois, c'est énorme dans la vie. Et donc, il y avait quand même je me dis toujours, voilà, je me méfie de ce qui voudrait absolument tirer macronisme vers l'extrême droite, qui nous empêche de politiser un rapport plus frontal à la droite telle qu'elle est, et qui fait comme si, en fait, on n'avait plus vraiment de distinction possible entre la droite et l'extrême droite, qui, moi, me semble quand même un problème politiquement. Et stratégiquement, etc. Donc voilà, donc je vis comme tout le monde un peu dans ce brouillard. Mais du coup, où est-ce que tu traces la frontière justement entre droite et extrême droite ? Parce que là, l'analyse qui n'est pas figée, hein, qu'on alimente nous aussi à partir un peu de différentes sources, c'est qu'il y a une sorte de tectonique des plaques là, qui est en mouvement, qui vise à créer un arc réactionnaire avec ce qu'on voit dans d'autres pays européens, une alliance entre droite et extrême droite. Et à la rigueur, il n'a pas besoin de s'extrême droitiser, Macron, pour que ce qu'ils sont en train de faire devienne un régime autoritaire, après selon les qualificatifs, néofasciste, etc. Donc comment tu distingues, est-ce qu'il y a besoin de faire cette distinction-là, et quelle ligne tu traces justement entre ce qu'est aujourd'hui l'extrême droite et la droite, cette droite qui n'a besoin que d'être de droite pour qu'on la combatte et qu'elle soit insupportable pour nous. Oui, c'est une bonne question. C'est une question historique, ça. C'est pas une question ontologique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas, à mon avis, dire quelque chose, ça c'est l'extrême droite, et après on applique la catégorie au réel, et on va dire donc c'est pas de l'extrême droite ou c'est de l'extrême droite. C'est un peu dans les stratégies politiques et dans les choses qui se passent concrètement qu'il faut le penser. Par exemple, une chose qui me frappe, moi, c'est que pendant très longtemps, le fascisme a été une forme de critique de l'état de droit.
par exemple. C'est-à-dire, au fond, c'était une subversion des institutions de la démocratie bourgeoise. Et le discours fasciste a été un discours révolutionnaire. Ziv Ternel a fait un livre qui s'appelle « La droite révolutionnaire », c'est-à-dire qu'il pensait que l'État bourgeois, l'État capitaliste, l'État libéral dissolvait la nation, dissolvait les ancrages traditionnels, cassait la famille, cassait les campagnes, etc. Et que donc, il fallait faire des révolutions contre l'État de droit et contre l'État bourgeois à travers, en fait, une suspension de l'État de droit, ce qu'a fait évidemment le fascisme, le nazisme, etc. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, avec Trump ou avec Bolsonaro ou avec Meloni en Italie, c'est que ces gens qui sont Trump dans le fascisme. Un acte... Okay. Oui. Ces gens-là, en fait, ils peuvent faire une politique fasciste dans l'État de droit. C'est-à-dire, en fait, ils ne vont plus être en mode subversion de l'État de droit ou suspension de l'État de droit pour mener leur politique ou raciste, ou homophobe, ou transphobe, etc. Mais ils vont trouver des instruments dans la Constitution, dans l'État de droit tel qu'il existe, pour pouvoir mener leur politique de destruction sociale et de guerre de classe et de guerre de race, etc. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme d'extrême droite, puisqu'elle est interne dans nos États de droit. Elle dit donc quelque chose de nos États de droit qui comportait cette potentialité et qui font qu'ils vont le plus loin possible dans l'usage raciste, classiste, etc., de ce qui est rendu possible par les constitutions qu'on appelait libérales et qui pensaient nous protéger de ça. Et donc ça, c'est intéressant historiquement comme moment. Et c'est pour ça qu'on vit un moment assez intéressant, parce que toutes les constitutions ont été créées après 1945, en gros, pour dire plus jamais le nazisme. Et donc, on a créé tout un ensemble de systèmes, les conseils constitutionnels, les cours suprêmes, le gouvernement des juges, la Cour européenne des droits de l'homme, qui étaient des institutions qui étaient censées précisément rendre impossible qu'un gouvernement dévie trop vers l'extrême droite, parce que des juges pouvaient casser des lois au nom de la protection des minorités, au nom de la respect d'un certain nombre je sais pas moi, de présomptions d'innocence, de protection contre l'arbitraire d'État, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez avec le vent, ça va ? Ok, donc je m'arrête pas. Je pensais que ça enlevait la voix. Okay. Donc, les institutions qu'on avait créées, qui normalement étaient comme des contraintes qui pesaient sur les gouvernements pour les empêcher de dériver trop vers l'extrême droite, en fait, l'extrême droite a eu cette espèce de malignité de se dire on va montrer qu'à l'intérieur de ces institutions, on peut quand même faire déjà beaucoup de choses qu'on aurait dû considérer comme étant impossibles normalement après 1945, etc. La rétention des enfants, comme l'a fait le macronisme, etc. Des choses comme ça quand même qui sont particulièrement graves. Et donc, ça veut dire que ce qu'on avait créé pour empêcher l'extrême droite est aujourd'hui un outil dont se sert l'extrême droite. Moi, j'ai été très frappé, par exemple, par le moment de la retraite sur le 49.3. Même si j'étais pas quelqu'un de naïf, j'ai vraiment pensé que ce serait impossible à faire. Vraiment, je le dis, je me suis dit, ils vont pas oser aller jusque-là, etc. Et puis, ils l'ont fait. Et puis, c'est passé. Et puis, maintenant, c'est la loi. Et puis, je veux dire, voilà, les gens maintenant partent à 64 ans et pas à 62 ans, etc. Donc, ça veut dire qu'il y avait dans nos États déjà plein de potentialités de gouverner de manière extrêmement autoritaire, de manière extrêmement violente. Donc, ça veut dire que la tâche de la gauche, par exemple, mais ça, Mélenchon et toi et tous ceux qui l'entourent le pensent depuis longtemps, c'est qu'il ne s'agira pas seulement de prendre le pouvoir, mais de le redéfinir complètement pour que ce soit plus possible que ça revienne. Parce qu'il faut toujours se poser la question, plus jamais ça, comme on chante souvent en manifestation. Mais c'est un vrai slogan, ça, plus jamais ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement s'approprier l'appareil d'État, il faut, une fois qu'on a l'appareil d'État, redéfinir les règles de fonctionnement de l'État de telle manière que même si la droite redevient majoritaire, elle ne pourra pas revenir en arrière. Et il faut constitutionnaliser des choses, sanctuariser un certain nombre de conquêtes, créer des nouvelles institutions, etc., de telle manière que ça ne sera plus jamais possible, même si jamais ils sont majoritaires, de gouverner comme ils veulent gouverner. Mais donc cette espèce de labilité qu'on a aujourd'hui entre État de droit et extrême droite, Meloni, je veux dire, c'est un gouvernement d'extrême droite fasciste en Italie. Matteo Salvini est ministre d'État et vice-président du Conseil, etc. Matteo Salvini, la Ligue du Nord. Donc c'est l'extrême droite qui est au pouvoir, mais dans l'État de droit. Ils n'ont pas suspendu la Constitution, ils n'ont pas déclaré un état d'urgence, ils n'ont pas fait arrêter les juges. Donc il s'est passé quelque chose dans la conception du droit qui montre que mais ça montre aussi de manière plus théorique que toutes nos fictions politiques sur l'état de droit, la démocratie, en fait, elles ne nous protégeaient pas du tout contre l'extrême droite, contrairement à ce qu'on croyait. Elles ne nous protégeaient pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'on est amené aujourd'hui à un moment dans lequel, non seulement on doit prendre l'appareil d'État, mais réfléchir sur d'autres types d'institutions. Moi, c'est vrai que je réfléchis beaucoup. Par exemple, je parle un peu longtemps, mais je me dis... quand je me suis dit, par exemple, dans la France insoumise, il y a beaucoup cette théorie de la démocratie, par exemple. Il faut faire des institutions plus démocratiques, il faut que le peuple soit souverain, il faut faire une constituante, etc. Alors moi, je le dis, j'ai toujours été très hostile à cette rhétorique-là, parce que je ne crois pas du tout que la solution politique à la crise qu'on traverse aujourd'hui sera dans les mythologies unanimistes. C'est-à-dire de penser que tout d'un coup, tout le monde sera d'accord pour faire en place une constitution qui nous rassemblera tous et qu'on pourra tous partager les richesses, etc. On aura beau gagner la présidentielle et faire une constitution,
constituante, il restera toujours Christine Boutin, Gabriel Attal, etc. Donc les antagonismes perdureront. Nous serons très probablement minoritaires à vouloir imposer les types de transformation que nous voudrons. Et donc, ce n'est pas du tout sur le mythe d'une souveraineté populaire qui est toujours un mythe, parce qu'un peuple, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des fractions de classe, c'est des groupes, c'est des oppositions, c'est des tensions. Et donc, il s'agit d'administrer ces genres de tensions et d'accepter qu'on va exercer de la violence sur des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qui n'ont pas choisi de vivre sur le même territoire que nous. Donc, c'est ça la politique, c'est l'antagonisme. Et donc, moi, j'avais l'impression, par exemple, qu'en termes d'imaginaire politique, il serait plus intéressant aujourd'hui, par exemple, de dégouvernementaliser un certain nombre de mesures. C'est-à-dire, en fait, plutôt que de tout penser sur le spectre de la démocratie et de la souveraineté populaire, les penser sous le spectre, par exemple, de la vérité et de la science. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voudrait dire rendre aujourd'hui la vérité effective dans la politique? Qu'est-ce qui serait de rendre impossible les mensonges macronistes dont j'ai parlé tout à l'heure? Qu'est-ce que ça voudrait dire de faire que les experts sur le climat peuvent imposer des réformes au gouvernement? Et ça, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, quand on fait après une émission de débat, vous savez, il y a les fact-checkers qui viennent et qui disent il a menti sur le budget de la France ou il a menti sur les réformes qu'ils ont fait, etc. On dit ça comme ça, moi je serais pour que ça emporte des sanctions, ça. Moi je serais pour que si un homme politique a été à France 2 et a dit quelque chose de faux, il est interdit d'antenne pendant 1 mois, par exemple. On fait une sanction comme ça. Et comme ça, on aurait une autorité de régulation de la vérité. Mais c'est important ça, parce que ça voudrait dire qu'il serait exclu du champ de la politique pendant 1 mois, et donc on aurait une forme de gouvernement de la vérité qui obligerait les gens à dire la vérité à la télé, et s'ils ne le font pas, eux ou leur groupe ensemble sont exclus de la parole publique. Il y a plein de choses là. Attends, juste continue. Et d'autre part, qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, mettre sur le même modèle des conseils constitutionnels, c'est-à-dire des juges, parce que il faut bien comprendre que dans nos États, on vit tous dans des États où, en fait, toutes les lois ne sont pas votées par le peuple, mais sont ratifiées par des juges. C'est-à-dire que toutes les lois qu'on vote, que les parlementaires votent, donc 200 personnes, qui nous imposent à 50 millions de personnes leur volonté, en fait, en droit, elles sont cassables par le Conseil constitutionnel ou par la Cour suprême aux États-Unis ou la Cour suprême des droits de l'homme, qui sont 9 personnes. Avec une majorité, ça fait 5. Mais ça veut dire que toute loi en France, en fait, abstraitement, elle est tenue par 5 personnes. C'est-à-dire qu'une loi n'existe en France que parce que 5 personnes disent c'est constitutionnel et que si jamais elle n'est pas constitutionnelle, ils peuvent la casser. Donc le régime sur lequel on vit en France n'est pas une démocratie représentative, c'est une démocratie des juges dans laquelle les juges ont le droit de casser un certain nombre de toutes les lois au nom d'une conception qu'ils ont de la Constitution. Ça peut être très progressiste, ça s'est vu aux États-Unis sur la question du mariage homosexuel, par exemple, qui n'a été voté par personne, mais qui a été décidé par la Cour suprême américaine. Ça s'est vu sur beaucoup de conquêtes sur la protection et des États-Unis sur la police sont passés par la Cour suprême américaine. Ça s'est vu au moment de l'avortement, et puis ça s'est vu dans l'autre sens aussi, avec l'avortement qui a été cassé il y a quelques jours, parce qu'on a mis des juges d'extrême droite à la Cour suprême. Et vous avez très bien vu ce qui s'est passé en Israël, où l'obsession de Netanyahou est de dissoudre le pouvoir des juges et des conseils constitutionnels pour précisément installer un pouvoir fasciste, encore plus fasciste en Israël. Qu'est-ce que ça voudrait dire si jamais on applique cette idée-là, que nous vivons déjà dans des régimes dans lesquels le dernier mot de la loi n'est pas à des gens élus, mais à des juges? Si on faisait pareil pour des scientifiques. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'on ait un conseil scientifique qui puisse censurer les lois, qui puisse, au nom de la vérité, au nom de la connaissance qu'on a de la délinquance, de la santé, de l'emprisonnement, des drogues, de la migration, dire cette loi elle est antagoniste avec les connaissances scientifiques, donc on la casse? Qu'est-ce que ça voudrait dire de normer la décision politique sur la vérité? Moi, je pense que ça, c'est un idéal politique qui serait beaucoup plus fort aujourd'hui et beaucoup plus inspirant que l'idéal démocratique. Alors, c'est un peu la question bateau, parce que là, il y a plein de choses. Je vais essayer de réagir à 2-3 trucs pour pas trop s'embrouiller. Mais d'abord, la vérité. Je veux dire, comme philosophe, comme chercheur, c'est l'objet de quelle vérité, de quel point de vue. Et c'est pas une vérité qui est indépendante de qui l'a dit, et selon où on se situe. Donc, il y a la question de quel est le critère de ce qu'est la vérité, d'une part. Et je voulais objecter sur un point que tu as évoqué un petit peu avant, c'est l'idée que quand on parle de souveraineté du peuple ou de processus constituant, il y aurait une dimension unanimiste. Enfin, nous, ce qu'on assume, au contraire, c'est le fait de dire que la démocratie, c'est le dissensus. Sinon, c'est pour le coup des régimes autoritaires où tout le monde est d'accord. Donc cette dimension, y compris de dissensus, on pense que dans un processus constituant, et c'est là où ça rejoint la fin de ce que tu veux dire peut-être, dans un processus constituant, c'est de créer un débat à toutes les échelles de la société, de confronter
et d'opposer des points de vue, pas simplement entre experts parce qu'on est parlementaire, etc., mais l'organiser au niveau de toute la société. Et donc, de pouvoir faire émerger des propositions qui remodèlent tout le champ institutionnel. L'idée, c'est de dire qu'en fait, les institutions, elles tombent pas du ciel, elles sont le produit de choix, et cette fois, ces choix-là, ils sont faits par le plus grand nombre. Mais que, y compris, ce sera soumis à une décision qui ne sera pas unanime, mais qui sera majoritaire. Donc, il y a une distinction entre l'unanimité et la majorité dans cette conception-là, et y compris le fait que celles et ceux qui ne sont pas d'accord devront respecter la décision majoritaire, mais ça ne les empêchera pas de continuer à défendre et à promouvoir leur idée. Donc voilà, je voulais te réagir un peu là-dessus, parce que, y compris sur les formes institutionnelles. L'idée dans un processus constituant, c'est qu'on redéfinisse d'abord les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, et aussi les organes de garantie et de mise en application de tout cela. Et l'idée qu'on pourrait associer dans la gouvernance, dans le gouvernement, pas simplement des professionnels de la politique ou des juges, mais d'autres experts, et y compris pas simplement des scientifiques, mais des personnalités du mouvement social, parce qu'ils ont une expertise, et que tout ça, je ne sais pas si ça forme la vérité, mais ça forme une réflexion, et ça produit une réflexion politique sur laquelle, en fait, c'est plus juste de s'appuyer pour ensuite prendre des décisions que simplement, effectivement, les 577 députés et quelques sénateurs, etc. Voilà, je vais te faire réagir à un peu ces points-là. Déjà, peut-être sur la question, alors juste l'action de la vérité, etc. Moi, je ne dis pas que j'ai un modèle clé en main de constitution. Voilà, c'est pas ça que je dis. J'essaie d'essayer de suggérer des pistes pour créer d'autres modèles politiques et d'autres manières de penser la politique. Par exemple, quand je dis ça, par exemple, une des questions que je me pose, c'est quand on veut tout politiser, par exemple, comme tu vas le dire, avec à toutes les échelles de la société, faire des débats sur tous les sujets, etc. C'est vrai que ça, il y a une dimension un peu spontanéiste de la connaissance. Et moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que l'attitude rationaliste est l'attitude de ceux qui doivent savoir qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que, par exemple, il ne viendrait jamais à l'esprit de quelqu'un de débattre sur comment construire un pont sans demander l'avis d'un ingénieur ou d'un architecte. Tu vois, et on sait qu'un ingénieur architecte a plus de connaissances que moi sur comment construire un pont, comment construire un viaduc, et on va faire une assemblée constituante sur la construction des ponts en France. Parce qu'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a Max Weber le dit dans l'éthique protestante, pas dans l'éthique protestante, c'est pas le capitalisme, mais sur la connaissance, j'ai oublié le titre, peu importe, c'est la chaleur, la science comme profession et vocation, où il dit en fait l'attitude rationaliste, c'est l'attitude qui consiste à savoir qu'un certain nombre de problèmes vont se régler de manière rationnelle et qu'on ne dispose pas tous de toutes les compétences sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'en fait, on a une attitude de reconnaissance que d'autres savent mieux que soi. Et moi, je ne crois pas que reconnaître que d'autres savent mieux que soi est une dépossession. Je pense que ça peut être une grande libération. Moi, je ne suis pas du tout de ceux, par exemple, qui, dans la critique de l'école ou la critique de la pédagogie, vont penser qu'un prof est nécessairement autoritaire parce qu'il fait un cours magistral, par exemple, des choses comme ça. Moi, je pense que ne pas savoir, c'est-à-dire que savoir, des gens savent mieux que moi, ont travaillé sur un sujet, comme Bourdieu a travaillé sur l'école, comme Foucault sur le système pénal. Quand Foucault s'adresse à moi ou Bourdieu s'adresse à moi et qu'il me dit « je sais plus que toi », ce n'est pas une domination, c'est une libération. Au contraire, il me montre les illusions que j'avais, il me montre les impensés que j'avais, il me montre les prénotions que j'avais, et il me permet d'augmenter mon rapport à la connaissance et donc de me libérer par rapport à des catégories spontanées que j'avais, que je prenais pour miennes, mais qu'en fait, qui était la manière dont des idéologies spontanées s'étaient emparées de mon cerveau. Donc, le fait d'avoir des gens qui savent mieux que soi n'est pas une domination. C'est une forme d'émancipation. C'est une sorte de reconnaissance à une capacité d'émancipation collective. Et de ce point de vue-là, à mon avis, on peut soit avoir le modèle d'assemblée générale, constituante, commune, soviète partout, soit on peut avoir l'idée qu'au contraire, la spécialisation scientifique, la connaissance donne à des gens des capacités plus ou moins grandes de poser les problèmes rationnellement et que c'est eux qui devraient occuper une place importante dans le processus de décision politique par rapport à la question du vote ou de la majorité. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le modèle et que je veux que ce soit un gouvernement des experts, pas du tout, des savants, évidemment pas, mais qu'au contraire, qu'est-ce que ça voudrait dire de pluraliser les lieux
où il y aurait un conseil scientifique, un conseil constitutionnel, un conseil citoyen, voilà. Et peut-être que la décision viendra du croisement de différents types d'expertise. Mais en tout cas, qu'il y ait un certain type de reprise en main du projet rationaliste dans la gauche. Il y a Reich, que j'aime beaucoup, qui parlait d'aller essayer de mettre en place un gouvernement administratif des choses. Moi, ça m'a toujours plutôt plu comme idée, en fait. Mais bon, voilà. Après, tu parlais de la question de la majorité. Là, je ne sais pas si c'est la tempête. Mais moi, je ne suis pas du tout un fétichiste de la... Oh là là. C'est pour vous, ça va? Bon. C'est un peu déstabilisant ouais, quand on est là. Peut-être que nous, on a un aspect d'aspiration que vous n'avez pas, c'est pour ça. Je me méfie, moi, de la question du dogme de la majorité. Je me souviens d'un entretien que Michel Foucault a fait à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, où Michel Foucault disait les premières mesures du quinquennat de François Mitterrand s'inscrivaient dans une logique de gauche. Et il disait c'est dans une logique de gauche parce qu'elles vont contre l'opinion dominante. Et il prenait l'exemple de la peine de mort, qui est l'exemple très connu, bien sûr, et il prenait l'exemple du droit des étrangers. Et il disait, en fait, ils se sont affrontés à l'opinion dominante, et c'est en faisant précisément passer des réformes qui étaient non majoritaires, mais au nom d'une forme d'humanisme, de valeurs de gauche progressistes, etc., qu'on peut reconnaître un gouvernement de gauche. Donc il est possible que la majorité soit réactionnaire, que la majorité soit homophobe, que la majorité soit transphobe, etc. Et donc il n'est pas du tout certain que c'est parce que quelque chose est majoritaire qu'il doit avoir... Moi, j'ai jamais trop compris d'ailleurs cette idée, pourquoi est-ce que je devrais être dominé parce que des gens sont plus nombreux que moi sur le même territoire que moi. J'ai toujours trouvé ça indécent que des gens se disent, je suis plus nombreux que toi, on est né en même temps que toi sur la France. Okay. Par pur hasard, on était jetés au monde dans la France en même temps, en 2000, etc. Nous, on est 30 millions, toi, t'es 20 millions, donc tu crèves. Tu vois, moi, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris le pouvoir majoritaire. Et en plus, de la part de gens qui très souvent disent la démocratie, c'est l'abolition du pouvoir du plus fort. C'est plus la loi du plus fort. Tu dis, alors, si franchement, vous opposez la loi du plus fort, la loi de la majorité, c'est vraiment un pléonasmatique, c'est la loi de la majorité. Donc, c'est pas vrai que la majorité doit gouverner. Ce qui doit gouverner, c'est les idéaux de progrès, c'est les idéaux de justice, c'est les idéaux de vérité, c'est les idéaux d'émancipation. Et c'est pour ça que dans mon livre « La conscience politique », j'essaye de dire qu'en fait, il faut substituer une approche substantialiste de la politique à une approche formaliste et procéduraliste. La question, c'est pas si on est majoritaire ou on est minoritaire. C'est est-ce que les mesures qu'on prend augmente l'espérance de vie, protège les gens contre les souffrances inutiles, diminue la captation des corps par d'autres, diminue l'impérialisme, diminue la prédation, diminue l'exposition de certains à une mort prématurée. Voilà, ça, c'est des mesures objectives de la qualité de vie. Si jamais des mesures vont dans le sens d'une augmentation de la qualité de vie, ce que moi j'appelle le vitalisme, alors elles sont progressistes et on doit se battre, même si on est deux, pour les faire s'imposer. Et si jamais elles vont dans le sens de la prédation, de la captation de la force de travail de l'autre, de la mutilation, du racisme, de l'exposition à la police, alors c'est des mesures qu'on doit combattre, même si 80% des gens les veulent. Moi, par exemple, je suis très engagé du côté des luttes de libération animale, avec notamment le groupe 269 Libération Animale, un groupe d'action directe qui va libérer des abattoirs, etc. Je ne pense pas que ce soit une lutte majoritaire. Je pense peut-être même pas ici, mais moi je pense que c'est une des luttes les plus importantes pour une gauche vitaliste et je me battrai de toutes mes forces pour la faire advenir, même si jamais ça doit passer par le fait que 80% des gens sont contre moi. C'est de la matière à réflexion et ça interpelle et merci beaucoup de nous bousculer aussi dans nos peut-être certitudes ou a priori. Et je pense que ça montre aussi la richesse de la réflexion qu'on peut et qu'on pourrait avoir, en tout cas pour moi, dans le type de processus qu'on défend. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore dans un moment où on pourrait se poser ces questions et en même temps, justement, construire autre chose. Comment on y arrive? Je voulais t'interpeller là-dessus en partant de l'expérience récente et donc la question des luttes, la question des mobilisations, parce que je pense que pour moi c'est un facteur accélérateur du changement, déclencheur de changement, et parce que pour nous la perspective c'est pour le coup être majoritaire, en tout cas avoir convaincu une majorité des idées qu'on porte, et pour cela la lutte est pour moi cruciale. Et dans cette lutte, la question de... Tu l'abordes dans Sortir de l'impuissance politique, un très bon titre. Je voulais t'interpeller là-dessus par rapport à ce que tu dis, donc, notamment sur la question de la conquête du pouvoir, parce que tu l'abordes, et en critique d'une conception que moi j'appellerais un peu gauchiste, qui
viserait à dire en fait on peut éviter la conquête du pouvoir. Peut-être que tu vas l'expliquer autrement et que mon résumé est peut-être un peu trop grossier, mais donc d'abord parce que je pense que c'est pas anodin de se donner comme perspective de conquérir le pouvoir, de le garder et sans que ce pouvoir vous transforme en autre chose, parce qu'il y a aussi cette expérience-là de mouvements progressistes, d'organisations progressistes qui arrivent à prendre le pouvoir et qui font autre chose que ceux qu'elles portaient initialement, y compris pas toujours de mauvaise foi, pas parce que les personnes avaient en tête de trahir, mais donc cette idée de voilà, comment on conquiert le pouvoir, quelle stratégie on a, où est-ce qu'on mène la bataille. Tu évoques aussi notamment le fait que, par exemple, la bataille médiatique, tu es assez critique sur la question de la bataille médiatique en parlant des autres sphères dans lesquelles il faudrait mener ce pouvoir-là. Tu remets en cause l'idée de l'hégémonie culturelle et en tout cas, tu penses qu'il faut avoir une autre approche. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels j'aimerais bien t'entendre dans voilà, cette idée qui est la nôtre, de pouvoir être au pouvoir pour pouvoir changer les choses. Oui. De fait, ça c'est un enjeu pour moi tout à fait fondamental. Je pense que sur ça, on a beaucoup discuté ensemble et on s'est beaucoup retrouvés sur cette question. Une des choses, en fait, je pense que comme beaucoup de gens ici et qui ont milité, qui ont été dans des luttes et qui ont participé à des mouvements et qui sont peut-être de gauche depuis 20, 30, 40 ans, bon, le sentiment d'impuissance politique et le sentiment de désillusion, de désarroi après une lutte dont on a l'impression qu'on l'a fait bien, qu'elle fonctionne bien, qu'on est puissant et puis qu'on perd, est quelque chose de totalement tétanisant et de totalement déprimant. Et moi, plus j'ai fréquenté au cours des 10 dernières années les mouvements dans lesquels je me suis impliqué, j'ai quand même l'impression que l'un des affects qui étaient les plus centraux dans l'habitus militant, c'était un affect d'impuissance. Un affect de dépression, un affect d'angoisse, de pourquoi ça ne marche pas, de pourquoi on n'y arrive pas, de pourquoi on ne prend pas le pouvoir, pourquoi on ne prend pas l'appareil d'État, pourquoi on n'arrive pas aux réformes qu'on veut. Et on a beau agir et on a beau reproduire des modes d'action, etc. Il y a quelque chose de l'ordre d'une logique diabolique qui fait qu'on n'arrive pas à produire les transformations nécessaires pour le faire. Et donc j'ai voulu un peu prendre à bras-le-corps cette question et me dire, regardons en face nos instruments de lutte, regardons en face nos manières de lutter, regardons en face nos manières d'exister comme sujet politique et regardons pour une fois, non pas la défaite du point de vue de la droite, c'est-à-dire de toujours penser que c'est parce que la droite est trop forte qu'on perd, mais peut-être du point de vue de nous-mêmes, c'est-à-dire est-ce que ça ne pourrait pas être nos manières d'agir, nos manières de protester, nos manières de nous construire comme sujet politique, qui en fait nous emprisonnent dans une logique de la défaite. Et que de quelle manière est-ce que précisément c'est quand on croit qu'on agit bien qu'on est en fait en train de construire quelque chose qui nous emprisonne dans une logique de la défaite. Donc ce ne serait pas le fait qu'on n'agit pas bien, qu'on n'est pas assez nombreux, c'est le fait que plus on agit, plus on est en train de s'automutiler et que la gauche serait comme prise depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, dans une forme de spirale de l'autodestruction, quoi, en quelque sorte. Une petite précision, parce que ça aussi, ça m'a interpellée. Quand tu dis la gauche, de qui et de quoi tu parles? Tu as fait une petite pique tout à l'heure au début, mais parce que il y a la gauche, les gauches, et certaines ont été au pouvoir. Tu évoquais Mitterrand. D'autres ont toujours été dans l'opposition minoritaire, etc. Parce que c'est pas les mêmes expériences non plus. Oui, alors moi j'avoue c'est une question un peu abstraite pour moi ça. Ouais. Moi j'ai toujours dit que je croyais pas du tout à l'idée qu'il y avait plusieurs gauches. Moi, je crois qu'on peut pas. Enfin, je l'ai beaucoup dit, donc je le répète un peu comme un chanteur qui chante ses tubes, mais qu'on peut pas être trop pour la justice, trop pour l'égalité, trop pour la liberté. Donc, il n'y a pas de gauche radicale. Et la gauche ne peut être que radicale, sinon c'est pas la gauche. Parce que si vous êtes pour la liberté, mais pas jusqu'au bout, si vous êtes pour la justice, mais pas tout à fait, si vous êtes pour l'égalité, mais pas pour tout le monde, vous n'êtes pas de gauche. Donc en fait, la gauche, c'est la gauche radicale où ça l'est pas. Et donc vous avez une gauche qui est la gauche radicale, la gauche qui va au bout de tous ses principes. Et après, vous avez des nuances de droite, plus ou moins bleues, voire bleu foncé et noir. Mais vous n'avez pas de gauche modérée, de gauche, vous n'avez pas ça. Voilà. Donc pour moi, ça c'est clair. Et donc les gauches, elles sont, comme tu l'as dit, dans les luttes. Elles sont parce que les gens, quand ils luttent, en général, ils sont très radicaux.
quand quelqu'un vient de se faire tuer par la police, quand quelqu'un vient être accidenté du travail. En général, les discours que tu trouves là, ils ne sont pas modérés du tout. Hein. Ils sont très violents et ils ont raison de l'être parce qu'ils sont confrontés à la mort et à la mise à mort injuste. Et donc là, on trouve la gauche pour moi. Et à ce moment-là, on essaye au maximum de la téléporter dans le champ politique et de la téléporter dans des réformes concrètes. Voilà. Et là, il y a toujours une petite déperdition à chaque fois. Mais en tout cas, la gauche pure, c'est la gauche des mouvements. C'est la gauche du terrain, c'est la gauche de l'affrontement. Ça, c'est la gauche où le pouvoir t'arrive, te tue, et là, tu fais de la gauche. Donc moi, c'est dans ces mouvements-là que je me suis posé ces questions-là, avec le combat à Adama, bien sûr, avec 270 libération animale, des gens que j'ai suivis de loin comme Cédric Héroux, enfin voilà, ce genre de luttes qui ont toujours été tout à fait centrales et qui ont été un peu le Black Panther Party, qui ont été un aiguillon pour ma pensée. Et c'est vrai, ça c'est important ce que tu as dit, c'est que très vite, je me suis rendu compte que par exemple, dans ces mouvements, il existait une espèce d'obsession de la critique, de la récupération. Tu sais, il ne faut pas être récupéré par les politiques, il ne faut pas avoir l'air d'être lié à un parti, etc., notamment la France Insoumise. Non, ça m'a toujours choqué. Moi, je me suis toujours dit, mais récupérez-nous. Quand on fait une lutte, moi, je suis très content quand il y a beaucoup de gens de la France Insoumise à une marche contre les violences policières, ou à une marche pour la libération animale, ou à une marche pour le mouvement trans, ou le mouvement gay, etc. Parce qu'une lutte n'est de gauche que si elle peut identifier des systèmes de pouvoir concrets et identifier des mesures concrètes à prendre pour les abattre. Donc, moi, je me suis toujours dit que l'une des choses qui, par exemple, empêcher la gauche d'être efficace, c'était ce que tu as appelé le gauchisme, que moi j'appelle l'habitus militant. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'il faut dire pour être applaudi dans des AG à Tolbiac ou dans des universités du NPA, ça vous amène à faire des grandes incantations avec des mots tout faits comme l'État capitaliste, l'impérialisme, le patriarcat, etc., etc. L'État colonial, personne n'est assez pur par rapport à ces abstractions, parce que personne n'a jamais la mesure qui va abattre l'État colonial, capitaliste, patriarcal. Donc en fait, tout le monde pour eux apparaît comme une espèce de collaborateur. Mais comme à la fin, personne ne sait comment abattre l'État impérialiste, capitaliste, patriarcal, ben en fait, vous ne faites jamais rien, si ce n'est condamner tous les gens qui font des choses. Et en fait, vous n'êtes pas de gauche quand vous faites ça. En fait, vous condamnez la gauche parce que vous ne pouvez pas identifier des mesures concrètes qui vont faire qu'Adama Traoré ne serait pas mort, que Naël ne serait pas mort, qu'il y aurait moins d'accidents du travail, etc. Donc moi, j'ai toujours pensé que la gauche, elle devait être précise, elle devait être réformiste, c'est-à-dire qu'elle devait avoir des réformes. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas révolutionnaire, je suis radical. C'est-à-dire, je pense qu'il faut identifier des réformes concrètes, radicales à prendre pour déstabiliser les systèmes de pouvoir. Par exemple, abolir les contrôles d'identité. Voilà, ça, c'est une réforme radicale qui sauvera des vies, légaliser les drogues, etc. Ça, c'est des réformes radicales. Mais si vous dites non, mais pour que la police soit pas raciste, il faut d'abord déconstruire l'impérialisme occidental, etc. Mais de toute façon, en fait, vous allez laisser les Noirs mourir par la police et vous n'allez jamais abattre l'État impérialiste occidental, etc. Donc, en fait, ça, c'est vrai qu'il y a une contradiction interne à la gauche entre l'habitus militant, c'est-à-dire ce qui vous fait passer pour radical, et ce qui vous approche de l'efficacité concrète. Et ça, c'est l'une des explications de l'impuissance politique de la gauche. C'est qu'à gauche, on a heureusement tous un peu le souci d'être le plus radical possible, de ne pas être accusé d'être de droite, ou d'être réformiste, ou d'être bourgeois. Ça, on a tous un peu peur de ça. Mais cette peur-là, elle nous conduit à souvent être plus dans l'incantation rhétorique que dans une pratique effective. Et donc, elle nous empêche d'être efficaces et d'avoir des débouchés concrets à donner aux gens. À leur dire, bah, moi, si je suis élu dans 2 ans, j'abolis ça. Voilà, ça, c'est des mesures concrètes. C'est important, ça, parce que il y a une universitaire américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ruth Gilmore, qui est une grande abolitionniste pénale et carcérale, et qui est pour l'abolition de la prison, etc., comme moi, et qui dit... quand on est dans un projet de transformation radicale, se pose toujours la question de comment on gère la question de la réforme. Tu sais ? Parce que les réformes, elles ne vont jamais du premier coup dire on abolit toutes les prisons. Même si la France Insoumise arrive au pouvoir, je ne suis pas sûr que la première mesure sera l'abolition des prisons. Donc sa question se pose, c'est jusqu'où je collabore, quoi. Jusqu'où j'accepte des demi-mesures. Et elle a une très belle distinction, elle oppose ce qu'elle appelle les réformes réformistes et les réformes non réformistes. Où elle dit qu'il y a des réformes qui sont réformistes parce que c'est des réformes qui font encore partie du système, qui font encore fonctionner le système de l'incarcération. Donc par exemple, si vous dites on va faire des bracelets électroniques ou des mesures alternatives, c'est une mesure réformiste parce que c'est une mesure qui conserve la prison comme horizon et qui fait juste un aménagement de la peine de prison pour un certain nombre de délits un peu plus restreints ou des gens qui ont de l'argent pour se le payer, etc. Donc c'est une réforme qui n'attaque pas le principe de l'incarcération. Mais si vous dites par exemple, je légalise ou je décriminalise des drogues, c'est une réforme, elle n'a pas aboli les crimes pour tout, mais qui porte en elle-même
Déjà, le fait de décriminaliser un certain nombre d'actes, le fait de les gérer autrement en termes de santé et pas en termes de pénalités individuelles, etc. Et donc, vous faites une réforme, mais qui est non réformiste. C'est une réforme radicale qui porte en elle-même déjà un autre système et un autre pensée à l'intérieur de notre État et qui donc peut être soutenue par un abolitionniste carcéral. D'accord ? Et donc, moi, je pense que quand j'essaie de m'orienter politiquement, c'est essayer de favoriser toujours les gens qui sont du côté des réformes non réformistes, des réformes qui portent en eux déjà un germe de quelque chose de beaucoup plus important encore, et toujours aller contre ceux qui sont pour les réformes réformistes. Alors, donc ça, c'est la première chose sur la question, ce que tu as dit sur le gauchisme. C'est-à-dire qu'effectivement, le rôle des mouvements, le rôle des intellectuels, le rôle des militants, le rôle des partis politiques, c'est d'identifier des systèmes de pouvoir précis et d'agir pour les transformer concrètement, d'avoir des listes de mesures. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Et puis ensuite, plus généralement, je pense que l'une des réflexions que j'avais menées, elle portait sur le fait que nous avons beaucoup de mal à faire ce que moi j'appelle des expériences politiques, c'est-à-dire à prendre conscience du fait que les outils de la lutte peuvent échouer. C'est très très rare dans la politique qu'on fasse un point sur nos luttes et qu'on se dise bah, ça ne marche pas, de toute évidence ça n'a pas marché, il faudrait qu'on fasse autre chose. Et l'une des choses qui m'avait frappé par exemple, c'est la forme grève-manifestation qu'on utilise rituellement depuis 30 ans. Dès qu'un gouvernement fait quelque chose, c'est grève, manifestation défensive. Et ça, c'est simple, c'est un taux d'échec de 100%. C'est-à-dire qu'on a perdu tous les mouvements sociaux depuis 1995. On ne peut pas en citer un seul qui a fait quelque chose. Le CPE est un mouvement étudiant. Ce n'est pas un mouvement syndical à la base, ce n'est pas un mouvement grève, c'est un mouvement étudiant. Et l'autre, c'est les Gilets jaunes, qui est un mouvement en dehors des traditions et qui a un peu fait plus que des grèves et des manifestations, et tout le monde le sait très bien. Mais si on réfléchit en termes de grève défensive et manifestation, depuis 1995, qui est le plan Juppé, c'est un taux d'échec de 100%. C'est-à-dire que par exemple, avoir perdu la bataille contre les retraites, ce n'est pas une surprise, c'est une nécessité historique, c'est des données dès le départ. Si vous recourez aux mêmes instruments que ceux qui ont perdu depuis 30 ans, vous allez perdre, c'est tout. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas gagner dans un système de perte. Même le CPE et même le plan Juppé, pour moi, ce n'est pas des victoires, parce que c'est des non-défaites. C'est-à-dire que vous avez seulement bloqué quelque chose de pire d'arriver, vous n'avez rien conquis. Vous n'avez absolument pas gagné quelque chose, vous avez juste conservé l'état présent. Et en plus, l'état présent que vous critiquez, vous l'avez transformé comme quelque chose dont vous êtes content maintenant d'avoir préservé. Donc vous avez transformé quelque chose que vous critiquez en quelque chose dont vous êtes content. Et donc en fait, vous avez reculé. Parce que vous avez transformé le présent en quelque chose de voulu et pas en quelque chose de contesté. Il y avait un journal qui avait fait un dessin qui était assez drôle, assez banal mais assez drôle, qui était sur un couple qui regardait la télé sur les manifs sur les retraites de 64 ans et qui disait il y a 20 ans on manifestait contre la retraite de 62 ans et maintenant on manifeste pour la conserver. Bon, ben voilà, c'est un peu ça, c'est ça quoi. C'est-à-dire qu'en fait on passe notre temps à perdre du terrain en transformant ce qu'on combattait comme ce qu'on veut conserver. Alors ça m'a fait aboutir à dire quoi ? D'une part, c'est pas condamner les gens qui font grève, absolument pas. Jamais je vais combattre un mouvement de grève, jamais je vais dire qu'il ne faut pas faire grève, jamais je vais dire qu'il ne faut pas donner aux caisses de grève, ça c'est évident, ça n'a aucun sens. Par contre, ce que je dis, c'est que ce que je constate, c'est que quand vous regardez l'histoire du mouvement social, entre 1898-96 pour la journée de 8 heures jusqu'à 68, c'est des mouvements conquérants. C'est des mouvements qui demandaient des choses, et parfois à des droites largement plus dures que les droites d'aujourd'hui. Il y avait des morts dans manifestations, il y avait des policiers avec des sabres dans la rue pour les anarchistes pour la journée de 8 heures, il y a eu des gens qui ont été coupés leurs mains déjà, mutilés, des gens qui sont morts. Donc il y avait une droite qui était très dure au pouvoir, mais là la CGT, elle ne faisait pas des grèves pour conserver, elle demandait la journée de 8 heures, elle demandait la 4e semaine de congé payé, elle demandait les accidents du travail, etc. Donc elle demandait des choses. Elle mettait la droite sur la défensive, elle mettait l'État sur la défensive et elle ne se comptait pas de réagir à quand Macron ou Juppé ou Chirac a un projet de dire non, on veut conserver le présent. On faisait des grèves massives pour conquérir des droits. Alors si vous réfléchissez, et ça c'est quand même quelque chose qui est hallucinant, depuis 68, on ne peut pas citer un seul mouvement conquérant en France. Un seul mouvement du travail, j'entends pas. Il y a eu la Gay Pride pour les mouvements gays, il y a eu le mouvement écologiste, d'accord. Et d'ailleurs, c'est plutôt les mouvements qui ont gagné, qui sont plutôt en train de progresser. Mais les mouvements qui sont allés dans la rue pour dire on veut la journée de 5 heures, on veut travailler 4 jours par semaine, on veut 6e semaine de congé payé, ou 5 heures par jour. Enfin, moi, je ne suis pas la journée de travail de 3 jours comme Keynes. Mais donc, si jamais vous réfléchissez à ça, ils n'en avaient pas un. Mais c'est estomacant. C'est hallucinant que la CGT, la CFDT n'organisent pas des mouvements de conquête de la gauche. C'est-à-dire qu'ils ont perdu toute forme de rapport à la conquête sociale, toute forme au progrès, et ils dilapident une énergie, de l'argent, des syndicats, des énergies, des vies
pour des mouvements de stagnation ou de régression. Mais ça, c'est criminel. Moi, je pense qu'il y a un désir de mutilation là-dedans qui est vraiment criminel. Et je n'arrive pas à comprendre cette inversion du temps politique. Parce que, donc, voilà, l'une des choses dont on peut dire, c'est que nous avons vécu depuis les années 70 une inversion du temps politique, où maintenant, c'est la droite qui fait le temps politique et la gauche qui réagit. Or, quand vous réagissez, vous ne pouvez que perdre. Parce que si vous perdez, vous perdez. Et si vous gagnez, vous conservez le présent et vous n'avez rien conquis. Donc, vous ne pouvez gagner que si vous demandez quelque chose, parce qu'au pire, vous aurez la même chose, et au mieux, vous grattez un petit peu quelque chose, même si c'est 5 euros, c'est déjà 5 euros. Donc, cette inversion du temps politique fait que ces mouvements nous enferment dans une forme d'impuissance politique radicale, vraiment profondément. Alors, et de manière d'ailleurs assez paradoxale, je dirais que Mélenchon est l'un de ceux qui a fait le temps politique ces dernières années. Pour moi, l'un des seuls hommes politiques qui a vraiment fait du temps politique, c'est-à-dire qui a fait progresser la pensée sur des sujets, qui a imposé des thèmes, qui a été fort, qui a été puissant, qui a renversé le temps politique, qui fait qu'il est tellement attaqué et que des bons ont réagi par rapport à lui. Ça a vraiment été autour de lui que ça s'est créé, sur la planification écologique, sur la question de l'impôt, sur la question des institutions, sur la question de la police maintenant, sur la question de l'islamophobie. Il tient des discours qui font réagir tout le monde parce que précisément, il inverse le temps politique et c'est à lui qu'on réagit. Et quand on réagit contre vous, ne croyez pas que vous êtes faible. C'est parce que vous êtes fort, c'est parce que vous avancez, c'est parce que vous faites peur. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'être attaqué. Ça, c'est très important. Et du coup, comment... Alors, tu donnes un exemple sur la stratégie offensive qu'il faut avoir. Je voulais revenir quand même sur la question des luttes et les modalités d'action, parce que tu l'as évoqué. C'était un débat. Alors, on a reçu notamment Olivier Matteux de la CGT, qui a été, je pense, une des voix de la CGT qui a eu le discours le plus radical ces derniers mois, notamment dans la bataille sur les retraites. Mais il n'empêche qu'en termes d'outils de lutte, la question de la grève générale, par exemple, la question de la stratégie, y compris de blocage. Tu évoques donc dans tes ouvrages, donc notamment sur la question de l'impuissance politique, le fait qu'il faut élargir les champs d'action, les modalités d'action, les méthodes d'action pour pouvoir gagner sur nos luttes, même quand elles sont défensives. Je voudrais un peu t'entendre là-dessus, parce que c'est un débat qu'on a souvent eu dans les mouvements au cours des dernières années, sur la grève, le blocage, comment on va au-delà. La question, moi, quelque chose qui m'a interpellée, c'est lors de la bataille des retraites, c'était la question du blocage des centres logistiques. Et ça fait peut-être partie du débat qu'on aurait dû avoir avec les forces syndicales, le fait d'assumer, de pouvoir bloquer les 5, 6, 7, la dizaine de centres logistiques en France qui fournissent tout ce dont on a besoin pour vivre. Et donc, on cible, il faut des manifs pour faire nombre, de la grève pour bloquer une partie de l'économie, et puis des actions de blocage dans ces endroits stratégiques-là, qui en 3 jours, en fait, font qu'il n'y a plus rien qui circule. Donc ça, c'est un débat, y compris très concret, sur comment on gagne une bataille, même quand elle est défensive, pour juste la retraite à 62 ans plutôt qu'à 64. Et ta réflexion là-dessus, qui, je trouve, y compris élargit un peu la focale sur les modes d'action directs, l'action directe. Tu parles de ça. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Alors oui, de fait, déjà, je veux dire que la grève, je ne parle pas de la grève en général, je parle de la grève nationale défensive. Parce que ce que je constate, c'est que très souvent, les grèves locales sont efficaces. Il y a beaucoup de conquêtes au niveau local, par exemple, quand on veut régulariser les sans-papiers d'une entreprise, ou on veut augmenter le prix du ticket restaurant, ou la grève des femmes de ménage de l'Ébis des Batignolles, etc. Et précisément, c'est toutes des grèves offensives. Vous avez remarqué au niveau local, c'est pour conquérir quelque chose, et elles sont très souvent victorieuses, ces grèves-là. Elles marchent très très bien. Donc à l'échelle locale, offensive, ça marche. Donc c'est aussi la preuve quand même que quand c'est offensif, les gens souvent, on a plus d'énergie pour se battre, pour souffrir moins que pour souffrir pareil. En général, c'est quand même un peu plus agréable d'aller manifester pour souffrir moins que pour souffrir comme on souffre déjà. Donc je pense que déjà, quand c'était offensif, il y aurait beaucoup plus d'énergie qui se mettrait en place. Ensuite, de manière un peu plus générale, moi je rêverais, alors je ne veux pas avoir l'air des choses comme ça, c'est un peu bête, mais je rêverais d'un espèce d'état général dans lequel pendant 1 an, par exemple, les syndicats se diraient on n'a pas le droit de recourir à la grève et à la manifestation.
on s'interdit d'y recourir. Et donc Macron annonce quelque chose et on est obligé de trouver quelque chose d'autre. On serait comme, c'est comme un peu un amoureux qui dirait à son amoureuse, pour la Saint-Valentin, cette année on ne fait pas le même resto, tu dois me surprendre. D'accord? Et ben oui, moi j'ai souvent dit ça, je dis la grève c'est comme l'amour, ça s'use avec le temps. Hein. C'est normal, hein, les choses elles s'usent. Hein. Si vous le faites une fois, c'est sympa, 2 fois, ça peut être agréable, puis la 3e fois, vous dites on pourrait peut-être changer un peu de resto. Ben, c'est la même chose, la grève, Macron il la voit une fois, ça lui fait peur, la 2e fois il se dit j'ai déjà vu ça, la 3e fois il se dit je fais comme si ça n'existait pas. Les choses elles s'usent avec le temps. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire inventer aujourd'hui des nouvelles formes de lutte, tu vois, de vraiment de subvertir le répertoire de l'action collective. Parce que si jamais on prend des répertoires d'action collective ratifiés, reconnus, institués et déjà intégrés par le système, prendre le système par surprise devient très très compliqué. C'est pour ça que moi j'avais fait mon livre sur les lanceurs d'alerte, par exemple, sur Snowden, Assange et Manning, parce que je pense que de fait la fuite Wikileaks a été à des moments vraiment un outil disruptif dans le répertoire de la lutte, faire filtrer les documents, sortir les secrets d'État, dénoncer les dysfonctionnements internes des institutions et des administrations, sortir les câbles diplomatiques, etc. Ça, c'était un peu une nouvelle forme de lutte, d'ailleurs, qui a tétanisé les États d'une telle manière qu'aujourd'hui, Assange est en prison, Snowden est en exil et Manning a fait 8 ans de prison, donc avec une répression quand même complètement considérable pour les gens qui ont juste dévoilé les documents quand même. Et je rappelle quand même qu'Assange est encore en prison aujourd'hui, probablement extradable aux États-Unis, qu'il va finir sa vie en prison, alors qu'il a juste révélé des crimes de l'armée américaine et des activités secrètes de la diplomatie, qui est une des luttes les plus importantes à mon avis. Moi, j'ai souvent dit que Julian Assange était pour moi de Nelson Mandela du XXIe siècle, que c'est celui qui incarnait l'idéal de la démocratie aujourd'hui, mais qui, contrairement à Nelson Mandela, n'a pas d'État qui peut l'accueillir ou de modèle politique post-États-Unis, puisque ce qu'il combat, c'est ce qui est la référence de la démocratie normalement, et donc on ne sait pas comment l'accueillir, parce que personne ne peut le protéger, etc., et faire la leçon aux États-Unis, etc. Bon, peu importe. À partir du moment où on considère que les mouvements défensifs, sous la forme grève, manifestation, sont, à mon avis, un peu toujours voués à l'échec, moi j'essaie dans mon livre de dire qu'il faudrait trouver des formes d'action qui soient offensives et qui soient initiatrices de temps politique. Donc il faudrait, dans notre manière de penser la lutte, penser qu'on agit plus quand on fait le temps politique, quand on impose un sujet à l'État et quand on agit concrètement que quand on va dans la rue, on s'exprime et on rentre chez soi. J'oppose dans mon livre les formes d'action et les formes d'expression. Et je dis que l'une des choses qui a été problématique dans la gauche, c'est que très souvent on confond agir politiquement et s'exprimer politiquement. Par exemple, manifester, c'est une expression politique et c'est important de s'exprimer, sortir, s'exprimer, dire non et rentrer chez soi, etc. On s'exprime politiquement, mais on n'a pas agi politiquement. Et que, en fait, ce qui est important politiquement, c'est d'agir, c'est-à-dire de trouver des manières de vraiment faire le temps politique et de produire des résultats. De ce point de vue-là, il y a plein de modalités possibles de l'action juridique, de l'action politique, à mon avis. Tu as cité l'action directe. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, pour les mouvements sociaux, la grande inspiration doit être dans l'action directe. C'est-à-dire que l'action directe, telle que fait les soulèvements de la Terre, telle que fait Carola Rackete quand elle va chercher des migrants qui se noient dans la Méditerranée, telle que fait Cédric Héroux quand il va secourir des migrants, telle que fait 269 libérations animales avec les animaux qui sont tués dans les abattoirs, telle que le fait le Black Panther Party quand il faisait un petit gouvernement autonome de santé, d'éducation populaire et de nourriture dans les quartiers noirs américains, etc. L'action directe est une action par laquelle vous agissez politiquement, vous imposez votre propre légalité, ou alors les antifascistes qui occupent des squats pour loger des mineurs isolés ou des migrants, etc. Les collectes alimentaires. Les collectes alimentaires, toutes ces genres d'actions-là, qu'elles soient légales ou illégales. D'ailleurs, peu importe, on n'est pas obligé de féticher du tout les légalités. D'ailleurs, les légalités se disputent devant les tribunaux et après, on n'est pas sûr. On sait qu'Aurora Rackete, elle a finalement gagné et c'est le ministre qui avait refusé de l'affaire Accosté qui aujourd'hui est poursuivi pour avoir entravé le droit de la mer. Donc, en fait, elle a inversé totalement la jurisprudence. Donc, ça est très souvent suivi d'une guérilla juridique. Sont des mouvements par lesquels vous faites quelque chose déjà. Vous sauvez des vies, c'est-à-dire que déjà, vous produisez de l'action. Vous allez libérer un animal, vous allez nourrir quelqu'un, vous allez sauver quelqu'un, vous allez empêcher quelqu'un d'être tué, etc. Et en plus, vous allez obliger à l'État à être sur la défensive, à vouloir vous combattre, à porter plainte contre vous, et donc va s'engager une bataille juridique autour de ça. Quand vous faites de l'action directe, vous ne pouvez pas perdre, parce qu'au pire, vous revenez à l'État antérieur, mais vous avez au moins sauvé les vies que vous vouliez sauver, et vous avez imposé une nouvelle légalité, vous avez imposé une nouvelle loi, une nouvelle conception de la loi, et de ce point de vue-là, vous pouvez ensuite, la doublant du point de vue juridique et jusqu'au Conseil constitutionnel, voire la Cour européenne des droits de l'homme, faire condamner l'État et faire changer de la législation, comme Cédric Héroux l'a fait, avec le principe de fraternité, qui fait qu'il a quand même fait casser le délit de solidarité dans nos États, ce qui est quand même une victoire extraordinaire, et qu'on a assez peu commenté, parce que la constitutionnalisation de la fraternité, à mon avis, c'est un outil juridique énorme, mais qui n'a pas assez commenté et assez utilisé, à mon avis, par les juristes et par les activistes juridiques.
Et donc on voit là comment on a des vertus d'action, de transformation, de mettre l'État sur la défensive qui me semblent beaucoup plus intéressantes que la forme rituelle, grève, manifestation. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a des formes de criminalisation de l'action directe extrêmement puissantes parce que l'État sent bien qu'il est très très menacé par ces formes de lutte nouvelles. Mais encore une fois, je fétichise pas l'action directe. C'est l'une des formes possibles d'une forme d'action proactive et qui fait le temps politique, comme peut l'être pour moi le vote, que je considère comme une action directe. Et c'est pour ça que je suis très très contre les gens qui s'abstiennent. Alors je pense qu'ici, c'est pas beaucoup un public d'abstentionnisme, mais ça arrive dans les milieux que je fréquente de la gauche un peu radicale, où les gens s'abstiennent ou veulent pas voter, etc. Bah, le vote est une forme d'action directe, c'est une forme de conquête potentielle de l'appareil d'État, que ce soit évidemment l'infiltration des appareils d'État. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours dit qu'il était très important d'encourager tous les jeunes qui ont des affinités avec la gauche et la gauche radicale, de rompre avec une économie psychique interne à la gauche, comme quoi il faudrait quitter l'appareil d'État pour être pur, rentrer dans les ONG, rentrer dans le militantisme et pas passer les concours de la fonction publique ou pas passer les concours des grands corps de l'administration ou de devenir juge plutôt qu'avocat, etc. C'est-à-dire de fait d'occuper les institutions une par une pour pouvoir petit à petit changer l'hégémonie culturelle qui est à l'intérieur de ces institutions et à partir de ce moment-là les faire agir autrement, parce que moi je suis quelqu'un qui pense que toute institution peut fonctionner bien ou mal, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école, que ce soit la justice, tout peut fonctionner différemment si des gens moins bien ou mieux sont dedans. On le voit à la Cour suprême américaine typiquement, les juges progressistes font des lois progressistes, les juges réactionnaires font des lois réactionnaires. Il n'y a pas de loi, en fait, il y a des juges. Et donc, une forme d'action directe, c'est de passer le concours de l'ENA, par exemple. Moi, je le dis vraiment, je le crois vraiment profondément. C'est très intéressant. Si on avait c'est une phrase que j'ai. Il faut plus d'anarchistes au Conseil constitutionnel qu'à Nuit debout. Ce serait plus efficace, ça je peux vous le dire. Et ça pourrait faire des conquêtes beaucoup plus importantes et beaucoup plus rapidement. Vous avez la guérilla juridique, porter plainte, la culture de porter plainte contre l'État, porter plainte contre son maire, porter plainte contre le préfet, les harceler juridiquement. Ça, je pense que c'est très très efficace parce qu'on peut faire basculer des jurisprudences très très rapidement. Et tout ça, c'est un espèce de paysage de la lutte de la gauche. Si je vous dis par exemple guérilla juridique, infiltration, action directe, et vote, etc. En fait, vous avez un panel d'actions qui serait très différent de manifestations grèves, mais qui, à mon avis, serait un paysage de politique de lutte beaucoup plus efficace. Et si on revient sur la manifestation, sur les grèves, sur la retraite, je suis désolé, mais là, alors bien sûr, il y a une urgence pour ceux qui sont affectés tout de suite, mais gagner la bataille des retraites, c'est faire élire Mélenchon en 2027. C'est pas faire reculer Macron aujourd'hui, parce que là, non seulement vous pouvez revenir. Alors le problème, c'est que les syndicats aujourd'hui veulent pas s'engager politiquement, veulent pas se lier avec les partis, veulent pas faire de lien avec les partis, et les syndicats ont une responsabilité écrasante s'ils ne comprennent pas que gagner cette bataille, c'est faire élire la gauche en 2027 et pas seulement faire reculer le gouvernement aujourd'hui. Il faudrait qu'on fasse des panels pluridisciplinaires et un débat Geoffroy de la Gannerie, Olivier Matteux ou avec Sophie Binet, mais on peut proposer d'organiser ça à l'Institut de la Boétie. Je pense que ce sera intéressant et ça nous aiderait y compris nous dans la stratégie. Tu as évoqué des points sur lesquels je voulais revenir, donc notamment la question de l'infiltration, mais du coup, parce que c'est un sujet dont on a déjà discuté, tu as une critique d'un des aspects de la bataille qui, pour nous, est important, la question de la bataille médiatique. Et le fait d'aller sur le terrain de la bataille médiatique, d'aller dans les médias. Moi, ça a été, y compris quand j'ai rejoint Jean-Luc Mélenchon, quelque chose aussi qui m'avait assez convaincu sur le fait de dire on voit grand temps, on s'adresse à des millions de gens, et donc la question des médias est une question politique. Contrairement à ce qu'une certaine tradition d'où je viens, l'extrême gauche, considérait un peu sous-estimé de mon point de vue. Et donc le fait, et c'est ce qui a fait aussi Mélenchon, entre guillemets, le Mélenchon médiatique, avec tous les écueils que ça a et voilà, la manière dont ils ont réutilisé ça, la figure médiatique. Mais le fait de dire on mène la bataille sur ce terrain-là, c'est un terrain de la lutte des classes. C'est un terrain de la bataille idéologique. Toi, tu es plutôt critique de cette approche. J'aimerais entendre pourquoi, ou alors peut-être le pas de côté que tu fais et comment tu considères le système médiatique, l'espace médiatique et comment faire pour le retourner, l'infiltrer ou autre. Alors là, je vais le dire de manière plus hésitante. Parce que je suis comme tout le monde, j'hésite. Et parfois, je vois des passages de toi ou de Mélenchon ou de je sais pas qui à la télé. Je me dis, c'est vraiment bien d'y être allé. Puis parfois, je me dis, vraiment, faut pas y aller, faut pas le faire. En fait, c'est pas efficace. Voilà, j'hésite. Je suis comme tout le monde. J'ai pas la recette à tout. Et si je savais comment faire gagner la gauche dans 3 ans, je vous le dirais vraiment avec plaisir.
et tout ça. Par contre, moi, ce qui me fait pencher, enfin quand même, voilà. En fait, moi, l'idée que j'ai, c'est que déjà, ça reviendra un tout petit peu au débat qu'on a eu au début. Moi, je pense qu'il faut s'émanciper de l'obsession majoritaire et unanimiste. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'on gagne des élections avec 50% des gens. On gagne des élections avec 20% des gens. Voire 25% des gens. Donc déjà, c'est très important de penser que c'est pas vrai qu'il faut s'adresser au plus grand nombre, parce que de toute façon, les plus grands nombres, ce sera pour 60% des ennemis ou des gens qui ne changeront pas d'avis en regardant la télé. De fait, l'étude de la sociologie a toujours dit que les médias étaient très très faibles en termes de capacité à faire changer l'opinion de quelqu'un par rapport aux connaissances proches, etc. Donc en fait, il y a une surcroyance dans les médias, dans le champ politique interne, parce que ça fait partie de leur champ et de votre habitude, c'est d'être dans cette espèce de champ autonomisé, etc., avec les polémiques qui reviennent, les gens qu'on connaît, on s'envoie des balles réelles, on est content, on les évite, etc., on les renvoie. Bon, il y a une espèce d'autonomisation du champ. Qui est très souvent, en fait, dont l'une des expressions après est souvent les votes à l'extrême droite, parce que les gens sont exclus du champ ou sont en désaccord avec le champ, et parce que plus le champ s'autonomise, plus en fait il produit ce phénomène de rejet. Et donc je me méfie un peu de la capacité des médias à accentuer des phénomènes de professionnalisation des polémiques ou d'autonomisation de la discussion qui se fait en décalage total avec en fait les 20-25% des gens qu'il faudrait réussir à toucher pour conquérir l'appareil d'État. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas dans l'obsession majoritaire. Je ne crois pas qu'il faut pas s'adresser à tout le monde. Il faudrait être beaucoup plus stratégique, c'est identifier les cibles qui nous manquent pour gagner les élections et trouver les moyens de s'adresser à eux directement de façon autonome. Et j'ai tendance à penser que ce serait plus efficace de créer des circuits autonomes d'adresse. Alors ça ne veut pas dire boycotter les médias totalement, bien sûr, ça n'a aucun sens, c'est pas du 100% ou du 0%. Des circuits autonomes d'adresse. Oui, c'est des circuits autonomes, par exemple, pour s'adresser plus aux jeunes, plus aux quartiers populaires, plus aux ouvriers, etc., dont une grande partie ne regarde absolument jamais la télé, parce que alors, si tu réfléchis en termes de masse, je suis désolé, mais la télé, c'est zéro aujourd'hui. La télé, c'est regardé par personne. À part le microsystème Twitter, télévision, c'est devenu un microsystème de peut-être 300 000 personnes, tous âgés de plus de 65 ans. Alors, on peut très bien plus de 65 ans, on s'en fout, mais plutôt éduqués, etc. Mais globalement, c'est pas du tout le lieu central de la production de l'opinion en France aujourd'hui. C'est pas du tout vrai. C'est une croyance pure que ça fait. Et à mon avis, l'un des risques majeurs, moi je le pense, hein, mais bon voilà, que d'aller dans ce genre d'émissions, d'aller dans des émissions de débat sur des chaînes d'info continue, etc., c'est de se laisser contaminer par la droite et l'extrême droite, par leurs problèmes, par leurs thématiques, par leur problématisation, et de penser qu'on a marqué des points, qu'en fait, quand on a accepté le débat, eh ben, en fait, on a ratifié le jeu et on s'est fait avoir par le dispositif télévisuel. Bourdieu disait de façon très belle, quand vous allez à la télé, très souvent que vous croyez que vous parlez, mais en fait, vous êtes en train de faire fonctionner le dispositif que la télévision a choisi de vous faire. Donc, ils vont faire le gauchiste, le raciste, etc. Et puis, ils ont fait leur spectacle, ils sont contents, mais dans ça, vous êtes broyé par la machine. Vous êtes content, vous avez fait vos 2 phrases, mais est-ce que vous avez vraiment parlé? Est-ce que vous avez dit quelque chose d'autonome? Moi, j'ai très souvent plutôt vu, dans ce genre de débat, des régressions de la gauche. Je suis désolé de le dire, mais moi j'ai vu des gens de la France Insoumise aller à CNews, débattre du grand remplacement et compter les Noirs en France. Et dire non, c'est pas vrai, il n'y a pas autant de Noirs que vous dites. Et après, ils vont sur leur Twitter et disent j'ai dégommé machin, je lui ai dit qu'il n'y avait pas autant de Noirs que ce qu'il disait en France, c'est un fantasme de grand remplacement. Alors, si vous pensez qu'être de gauche, c'est de compter les Noirs et dire qu'il n'y en a pas autant que ce que dit l'extrême droite, vous n'êtes pas de gauche. Je suis désolé, c'est pas possible ça, c'est pas acceptable. Donc, si vous êtes laissé contaminer par la problématique, vous êtes laissé contaminer par le sujet et vous pensez que vous avez gagné quand vous avez accepté un problème raciste. Donc, si vous allez dans ces chaînes d'émissions-là, vous débattez de problèmes racistes avec des racistes, regardez par des racistes. Qu'est-ce que vous voulez gagner? Vous gagnez rien, si ce n'est que vous vous autonomisez par rapport à votre public potentiel d'adresse, que vous gâchez de l'énergie à aller là-dedans. En plus, ça fatigue. En plus, ça met en colère. En plus, les gens sont dégueulasses, donc les voir rend sale. Donc vous êtes mal à l'aise après. C'est vrai, on est mal à l'aise après, alors qu'on serait beaucoup mieux à faire la tournée des universités, à aller faire des apéros dans les quartiers populaires devant 20 personnes qui votent jamais. Et si c'est 20 plus 20 plus 20, à la fin, vous gagnez des mairies et vous gagnez des départements. On le fait aussi. Oui, mais qu'est-ce que ça voudrait dire que toute l'énergie soit mise là-dedans plutôt que dans les médias? Et moi, je pense que les médias, et je dis un certain type de réseau social comme Twitter, crée parfois une forme d'autonomisation du discours, de pollution de l'espace mental par la droite, de jeu rhétorique avec l'extrême droite, de je t'attaque, je te retweet, tu me retweets, etc., que moi je trouve franchement un peu inefficace d'un point de vue stratégique. Mais je vais quand même faire le contre, parce que tu considères vraiment qu'aujourd'hui, l'appareil médiatique n'a absolument aucun impact, ou un impact, on va dire, mineur,
sur la production de l'idéologie ou et la diffusion. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est je ne sais pas, mais moi, je pense qu'on surestime beaucoup le rôle des médias. Je vais prendre 2 exemples. J'aime bien taper sur le PC, donc je vais continuer. Aux élections européennes, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme ils veulent avoir une liste, ils auront la même liste et puis ils feront pareil. Et c'est Brossat, hein, c'était lui. Hein. Ouais, il avait eu vraiment tous les médias, c'était le PC, donc il est partout. Il a fait autant que le parti animaliste, qui n'a pas eu une télé, qui n'a pas eu un truc. Il a fait autant. Donc ça veut dire que quelqu'un qui était surexposé médiatiquement, il avait mis un gros portrait dans Le Monde, parce que c'était toujours la gauche comme ça par rapport à la FI évidemment. Il avait eu un gros portrait dans Le Monde, il avait eu toutes les télés, les clips de campagne, l'appareil militant du PC, etc. Et il a fait autant de votes que le parti animaliste, qui a été exposé à hauteur de 0 de temps de médias. Donc ça veut dire que là, il y avait un écart médiatique de 1 pour 100 000 et un résultat effectif égal. Donc ça veut quand même dire que les médias n'ont pas du tout eu d'impact sur le vote. Et d'autre part, moi, ce qui me fascine quand même, c'est si on y réfléchit un peu en termes de long terme, sur le Front National, par exemple. C'est vrai que si on réfléchit sur la montée en puissance du Front National, on ne peut pas dire que Le Pen était quelqu'un qui était dominant dans les médias quand il a été au second tour de l'élection présidentielle. C'était quelqu'un qui était boycotté, qui était attaqué par tout le monde, et avec raison, je dis ça, c'est possible, qui était... c'est pas du tout ma période d'aujourd'hui avec la respectabilisation en marche de Le Pen, etc. C'était quand même vraiment, à ce moment-là, ça a été quand même un séisme pour tout le monde. Il n'était pas du tout respecté dans les médias, il n'était pas invité partout. Tous les gens autour de lui n'étaient pas dans toutes les émissions de débat. C'était quand même quelqu'un qu'on maniait avec beaucoup de peur, quoi. Donc c'était une espèce de chape de plomb médiatique contre le FN, que moi je suis évidemment favorable au boycott du FN. Et il a été au second tour de l'élection présidentielle. Donc ça veut dire qu'il y avait un écart énorme entre sa représentation médiatique et la manière dont il a construit tranquillement un électorat, patiemment, dans le temps long, en agitant ses thèmes, avec ses propres médias, avec ses militants, en se dégageant des imageries traditionnelles, en parlant un discours différent, en changeant son image, etc. Et il a construit en 20 ans quelque chose qui permet aujourd'hui que ce soit un des partis dominants en France. Et il a changé le champ politique parce que tout le monde s'est mis à tourner autour de lui. Donc ça veut dire que ce n'est pas vrai que la représentation médiatique soit nécessairement une condition de l'accès à une puissance électorale. Effectivement. Non, je voulais dire sur le FN et le RN, c'est le fait aussi que c'est les conditions... sociales, économiques, etc., qui font que, y compris leur discours par les canaux qu'ils utilisent et les modes de militantisme qu'ils utilisent, a aussi plus d'écho que nous, ce qu'on peut faire, ou que, par exemple, l'extrême gauche, pour aller à l'antipode, peut faire, quoi. Donc, effectivement, la question des médias n'est pas le point de bascule, mais est-ce que il ne s'agit pas aussi de savoir quels médias. Par exemple, nous, ce qu'on a développé comme stratégie à la France Insoumise, et je pense que ça a été une stratégie qui a marqué un des publics dont tu parles, c'est l'intervention sur les réseaux sociaux. Et de développer, Jean-Luc avec sa chaîne YouTube, qui a aussi marqué une ouverture, le fait qu'on fasse des directs, etc., où il y a bien plus de gens que dans les petites réunions qu'on pouvait faire en physique, etc. Donc, est-ce que c'est pas aussi quels médias et en direction de qui parce que par rapport à certains segments de la jeunesse, je ne dis pas toute la jeunesse, mais de plusieurs segments de la jeunesse, l'utilisation des médias sociaux, des réseaux sociaux, de TikTok, etc., a un impact, ne serait-ce que pour intéresser à la chose politique. Non, mais encore une fois, ça, je suis tout à fait, au contraire, plus que favorable. Je pense que ça a été une des grandes forces de la France Insoumise, c'est l'innovation médiatique, en l'occurrence. Je pense que sur la question des campagnes, sur la question des bus, sur la question des chaînes de télé, sur la question des coûts technologiques, sur la question de tout ça, qu'il y a une inventivité médiatique qui, là, est absolument considérable. Mais c'est ce que je disais, c'était que on a peut-être une chance aujourd'hui, pour la première fois dans le monde, de pouvoir diffuser des paroles sans médias, sans passer par les médias, sans médias dominants, que ce soit par Instagram, par des chaînes Twitch, par des chaînes Facebook, par des chaînes YouTube, etc. Et c'est assez énorme en vérité, c'est un peu inédit en vérité, une politique sans le contrôle que les médias exercent sur la parole publique. Qu'est-ce que c'est la possibilité aujourd'hui de faire un statement sans devoir passer par l'AFP ou par Le Monde ? Tu vois, de pouvoir destituer les médias de leur pouvoir. Moi, je pense que les médias exercent un pouvoir énorme sur la censure du champ politique, toutes les analyses de Bourdieu sur la télévision, l'emprise du journalisme. Je pense que les médias sont vraiment un champ extrêmement nocif pour la diffusion de paroles progressistes. Et donc, on a un peu, si tu veux, pour moi, une occasion historique de construire une parole politique
alternative par rapport aux médias. Encore une fois, je vais prendre un exemple de l'extrême droite, mais quelqu'un comme Trump, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a décidé de faire. C'est très bizarre, mais lui, il s'est dit maintenant, je ne vais plus parler dans les médias. Il ne va même plus à Fox News, qu'il considère comme des gauchistes et tout. Donc c'est pour te dire, non mais c'est vrai. Donc, mais lui, il a créé ses propres médias, ses propres canaux, etc. Est-ce qu'il est faible électoralement? Je ne suis pas du tout certain. Alors c'est vrai que le problème, c'est que l'économie psychique dans laquelle nous vivons, et ça je l'ai vu aussi dans les mouvements dans lesquels j'ai pu participer, c'est qu'on est très dominé par les médias. Parce qu'on croit que exister, c'est exister médiatiquement. Et on a cette croyance totalement considérable dans nos vies que quand on passe à la télé, même si c'est par 20 000 personnes, ce sera un peu plus important que si c'est sur sa chaîne YouTube avec 100 000 personnes. Il y a cette espèce de drôle de manière dont on est manipulé par les médias qui nous font croire que c'est chez eux que ça se passe. Or aujourd'hui, le champ des lectorats médiatiques est très faible. Il faut quand même le dire, il y a une crise du lectorat et c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie que les gens lisent très peu les journaux. C'est très bien de se méfier considérablement de ce que disent les journaux, parce que c'est des manipulateurs, c'est très souvent des menteurs, c'est des gens qui mènent des petites polémiques, qui nous enferment dans leurs petits problèmes à eux. Donc je pense que c'est très très sain, c'est très très bien que la presse s'écroule. Et le problème, c'est qu'en y retournant, on les reconstitue comme un centre, alors que pour une fois dans l'histoire, on a la possibilité de faire de la politique sans médias. Et à mon avis, ça serait une expérimentation intéressante à faire. Peut-être que ça pourrait nous donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de force, beaucoup plus de liberté. Et il y a plein de manières d'avoir des médias. Ça peut être par les jeux vidéo, ça peut être dans les communautés de forums de jeux vidéo, c'est des publics immenses. Alors moi, je dis ça vraiment, j'y connais rien, vraiment, j'y connais rien, mais j'ai vu des choses où il y a des gens qui discutent, il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes, des gens très jeunes qui vraiment ne regardent pas la télé, qui ne vont pas regarder CNews, qui ne vont pas regarder BFM, qui ne vont pas regarder LCI, qui ne savent même pas qui est Pujadas et Caroline Fourest, mais qui s'intéressent. Non, mais c'est vrai qu'ils se posent plein de questions politiques et que là, c'est là que les militants devraient être. C'est là qu'il faut aller dire des choses. C'est pour ça que j'encourage et y être de plus en plus et le penser comme un centre. C'est ça que je veux dire. Le penser comme un centre. Ne pas se dire la grande messe, c'est quand machin va sur TF1. C'est si peut-être on avait sur une chaîne Twitch ou une chaîne tout ça qui fait 200 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues. À mon avis, ça peut construire un peuple de manière latente, de manière invisible, de manière ce que moi j'appelle dans le livre le pratico-inerte. Et qu'en fait, en créant un pratico-inerte de gauche, on a beaucoup plus de potentialité d'être efficace, mais ça suffit de faire le deuil du narcissisme, parce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi le narcissisme médiatique chez les hommes politiques et chez les intellectuels, d'ailleurs, peu importe, je suis tout comme tout le monde, donc ça peut arriver qu'on est content de passer à la télé, d'accord, on est tous comme ça, c'est normal, mais il faut se méfier aussi de ce narcissisme-là qui peut avoir des effets négatifs. L'addiction au retweet, voilà, l'addiction à la surexposition au retweet, etc., qui en fait nous met dans un mode réactif à la réaction, qui ne peut donc pas être progressiste, à mon avis, et de trouver des formes d'intervention plus souterraines, plus latérales, plus imaginatives, plus créatrices. Et que c'est de cette manière-là, à mon avis, qu'on pourra construire les 28% qu'il nous faut pour gagner l'élection. Okay, merci. Ça donne de la matière à réflexion. En sachant que ce sera un débat en tant que tel en soi, le champ des médias sociaux n'est pas exempt de la lutte des classes et avec les GAFAM, etc. Donc il y a aussi ces enjeux-là, justement, ce qui a été pendant longtemps un champ un peu libre. Et aujourd'hui, enfin un peu libre, c'est aussi l'armée américaine qui a aussi développé il y a plein de contradictions dans ce champ-là. Mais j'entends et je pense que c'est très riche et très intéressant d'avoir ça. Je voulais terminer parce qu'on va arriver sur la fin de notre temps quand même on va dire, j'allais dire la micro-politique, en tout cas une des analyses que je trouve aussi très intéressante et très, très riche parce qu'elle interpelle, autour notamment de ton dernier ouvrage, qui parle de ta relation avec Édouard Louis et Didier Ribon, et qui donne une analyse politique derrière que je trouve intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, pourquoi avoir posé ce débat-là? Alors, tu as écrit sur des trajectoires individuelles, des biographies qui permettent de généraliser, de globaliser, mais là, c'est quand même un ouvrage assez particulier. Et pourquoi est-ce que tu as voulu apporter cette perspective-là, cette analyse-là dans le débat politique général? Et en quoi, pour toi, est-ce que c'est un élément aussi de la lutte et de la question de l'émancipation, par exemple de nos schémas familiaux, de nos schémas amoureux au sens large, justement, qui en tout cas, je pars de l'idée, comment moi je l'ai compris, que ça participe aussi de l'émancipation qu'on recherche
dans notre lutte. Oui. Dis-moi juste combien de temps il reste, que je sache combien de temps je parle. Non, mais c'est pour donner envie de lire le bouquin. On a 10 minutes. Parfait. À peu près. Pour pas être trop long. Qui c'est qui? Il va le dire, non, bon. Je pense. Bah, à partir de... Didier Ribon, c'est un philosophe et sociologue qui a écrit Retour à Reims et dernièrement Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple sur la vieillesse et la mort de sa mère en EHPAD. Et Édouard Louis, c'est un écrivain qui sera là demain. Et d'ailleurs ce soir, parce qu'il nous rejoint ce soir pour la soirée ici, et puis demain pour un grand entretien avec Sarah Legrain, et qui a écrit En finir avec Eddie Bellegueule, Histoire de la violence, qui a tué mon père. Et le dernier, c'est Changer méthode, sur sa transformation. Voilà. Et tous les trois, nous formons un groupe amical qui est caractérisé par le fait qu'on a placé au centre de notre vie l'amitié. Et c'est pour ça que c'est un livre qui s'appelle Éloge de l'amitié, parce que c'est un livre qui essaie de dire qu'est-ce que ça voudrait dire placer au centre de sa vie, non pas comme très souvent la plupart des gens, la famille et les enfants, le domestique, le couple, mais l'amitié. Et qu'est-ce que ça voudrait dire faire de l'amitié un mode de vie à part entière, un centre, par opposition au fait que dans nos sociétés, très souvent, l'ami, c'est celui qui est à côté, celui qu'on voit de temps en temps, celui qu'on arrête de voir très souvent quand on a des enfants, quand on se met en couple, et qui est très souvent une phase de la vie qui est la jeunesse, au laquelle on a beaucoup d'amis, et puis après on se marie, on a des enfants, et très souvent l'amitié devient quelque chose de secondarisé dans l'économie psychique par rapport aux enfants et par rapport à la famille ou par rapport au couple. L'idée de ce livre, je n'ai juste d'en parler, c'est la question du pratico-inerte. En fait, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé parce que quand j'ai écrit mon livre sur l'impuissance politique, je me suis dit que l'un des impensés de la gauche et qui était très intéressant, c'était la mythologie de la lutte, c'est-à-dire au sens où on a toujours l'impression que c'est dans la lutte que les gens vont devenir de gauche, que c'est en luttant qu'on prend conscience de ces dominations, qu'on fait de la solidarité, et donc on se rend dans un mouvement progressiste. Mais et ce qui est vrai, Sartre a écrit un texte célèbre sur le groupe en fusion par opposition à la sérialité, à l'ouvrier sérialisé de chez lui, qui est parfois souvent conservateur, parfois raciste, etc. Puis dans la lutte, découvre la solidarité, se met à voter pour des forces internationalistes, etc. Mais l'impensé de ce sujet-là, c'est que les Gilets jaunes ont été un moment de ça, par exemple, comment dans la lutte, des gens se sont politisés, voilà. Mais la pensée de ça, c'est de penser que les gens sont dans le pratico-inerte de droite. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée que spontanément, les gens sont de droite, spontanément, les gens sont conservateurs, ont plutôt des réflexes conservateurs, et puis c'est dans la lutte, dans la fusion, qu'ils vont devenir de gauche. Et ça, c'est très vrai, parce que de fait, Le Pen n'a pas besoin de faire de grandes grèves ou de manifestations pour faire 20, 25, peut-être 30%. Macron n'a pas besoin de faire de manifestations de cadres supérieurs pour être soutenu par sa masse mobilisée. Donc la droite et l'extrême droite ont conquis le pratico-inerte. On conquis nos réflexes spontanés, nos manières d'être spontanés. Le pratico-inerte, c'est ce que nous sommes dans notre vie quotidienne. C'est le pratique, le quotidien, l'inerte, c'est nos habitudes du matin, notre réveil, la manière dont nous déjeunons. C'est la vie quotidienne, c'est la vie pratique, la vie inerte, la vie non pensée, non thématisée, non fusionnelle. Et à ça s'oppose le groupe en fusion, le rassemblement, les moments forts de la vie collective. Bon, et l'une des questions que moi je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on vit dans des sociétés où le pratico-inerte est de droite? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut se politiser pour devenir de gauche? Pourquoi est-ce que spontanément on est plutôt conservateur? Pourquoi est-ce qu'on a plutôt des habitudes conservatrices? Pas tout le monde bien sûr, mais quand même beaucoup de gens. Et puis c'est dans la lutte qu'on devient de gauche. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de construire un pratico-inerte de gauche? Et que ce soit à la droite de manifester pour que les gens deviennent de droite. Ça, ce serait intéressant. C'était les manifs de riches. Ouais, elles étaient drôles. Mais de fait, j'ai toujours dit, moi, le but de la gauche, c'est pas qu'il y ait 1 million de personnes dans la rue de gauche, c'est que les macronistes soient 1 million de personnes dans la rue contre nous quand on sera au pouvoir. Ce sera eux d'être dans la rue pour que les gens redeviennent de droite, veuillent taxer les pauvres, etc. Ça, ce sera intéressant. Donc, comment est-ce qu'on créera un pratico-inerte de gauche? Et qu'est-ce qui peut expliquer que la société soit tenue comme ça par les structures fondamentales, où les structures fondamentales façonnent plutôt des habitudes conservatrices? Et en réfléchissant là-dessus, avec la sociologie de Bourdieu, la sociologie de l'école de Francfort, Reich, Adorno, Horkheimer, etc., Marcuse, l'un des arguments qu'il donne, c'est que la structure familiale, la vie familiale, la vie domestique, la vie dans le foyer, etc., c'est-à-dire le fait que la vie d'adulte dans nos sociétés est organisée autour d'un grand renfermement qui se tourne autour des 25-30 ans, qui prend la forme du mariage, de l'installation dans le couple, de l'intérêt psychique dans le foyer et de la reproduction à travers les enfants, est l'un des principaux déterminants, d'une part, de la destruction du tissu relationnel, c'est-à-dire que les gens, en gros, divisent par 5 leur nombre de fréquentations et de sorties quand ils se mettent en couple,
et d'habitudes conservatrices, parce que très souvent, quand vous avez acheté une petite maison, par exemple, vous avez un crédit, et quand vous avez un crédit, vous devez le rembourser, donc vous devez beaucoup moins faire grève. Vous devez toujours réparer quelque chose, vous devez payer l'école privée pour l'enfant qui est un peu en difficulté, vous devez vous occuper de la reproduction du foyer, vous faites de l'épargne, et tout ça, c'est des micro-choix qui fabriquent des habitus conservateurs, des habitus de reproduction, des intérêts à la reproduction, des intérêts à la guerre sociale, à le foyer d'à côté, qu'à l'enfant qui réussit un petit peu mieux, celui d'à côté qu'à la nounou qui est un peu mieux habillée, etc., qui façonnent des habitus de la concurrence et qui façonnent en fait un pratico-inerte de droite. Et donc je me suis posé... Juste pour rebondir, parce que tu parlais du couple, d'être en couple, mais dans votre trio, vous êtes deux en couple. Enfin, il y a un couple dans le trio. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction dans ce que tu dis là, en disant que fondamentalement, enfin, je ne dis pas que c'est fondamentalement, c'est un peu grossier, quoi, mais que le couple serait une barrière un peu à l'ouverture à d'autres formes de relationnel pratico-inerte. Oui, alors c'est des couples au sens tellement différent du couple habituel que je ne sais vraiment pas si on peut l'appeler comme ça. Et moi, j'ai même l'habitude de dire que très souvent, si on dit de quelqu'un c'est un amoureux, on trouve que c'est plus fort que si je dis c'est un ami. Et moi, je pense que c'est moins fort. Je pense que c'est plus beau d'être ami avec quelqu'un que d'être amoureux. Et qu'il faut se méfier de l'amour, de la manière dont elle est construite dans nos sociétés, parce que très souvent, elle fabrique soit de la jalousie, soit de la tromperie, soit du féminicide, soit des divorces, etc. Et qu'en fait, l'amour dans nos sociétés est pratiquement programmé pour produire du malheur. Et il n'y a pas d'amour heureux, tout le monde le sait. Et donc, que l'une des manières par lequel, et Didier et moi, par exemple, qui sommes en couple, on a procédé à quelque chose que moi j'ai appelé une amicalisation de notre amour, c'est-à-dire qu'on est pratiquement plus comme des amis que comme des amoureux. On n'habite pas ensemble, on ne se voit pas tous les jours, on a chacun nos relations amicales, etc. Et donc on a amicalisé les relations amoureuses, etc. Et on a beaucoup plus vécu une relation amoureuse sur le modèle de l'amitié qu'on a essayé de trouver l'amitié avec Édouard sur le modèle de l'amour. Et tu sais que très souvent dans nos sociétés, on a l'idée qu'un ami, il est plus pur quand il est plus qu'un ami. On va dire d'un ami, c'est comme un amoureux sans sexe, par exemple. C'est comme un amoureux sans sexe. On va dire c'est comme un frère. Ça veut dire qu'en fait, on pense que l'amitié, elle est bien quand elle n'est plus de l'amitié, elle doit se rapprocher ou de l'amour ou de la famille. Et donc, on a cette idée dans nos sociétés que l'amitié, c'est jamais une forme assez forte, jamais une forme assez haute, jamais une forme assez puissante, qu'elle devrait toujours être autre chose pour être importante. Et moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que l'amitié est une valeur, une pratique de la relationnalité beaucoup plus ouverte, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus transitive, beaucoup plus importante, je ne sais pas comment le dire, que l'amour et que la famille, surtout que de la famille, et qu'elle est de ce point de vue-là un modèle de construction des relations sociales qui est susceptible de créer une organisation de la société beaucoup plus libertaire, beaucoup plus libre, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus généreuse. Je prends des modèles dans mon livre comme Sartre et Beauvoir, qui étaient un couple, mais qui n'habitaient pas ensemble, qui habitaient chacun des petits studios, qui passaient leur vie au café, qui avaient chacun tout un ensemble de relations. L'exemple de Manet, de Zola, de Mallarmé, de la Bohème, etc. Et donc, l'idée que j'ai essayé de poser, alors je le résume en 20 secondes maintenant, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire de régénérer aujourd'hui le projet de l'utopie, de créer une société autre, non pas à partir de grands thèmes de la gauche traditionnelle comme l'anarchisme ou l'anticapitalisme, mais de l'amitié. Si jamais on mettait tous l'amitié au centre de nos vies, si jamais l'amitié était la valeur centrale plutôt que l'amour ou la famille, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une forme de société extrêmement différente, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre, et qui, de ce point de vue-là, pourrait fabriquer un pratico-inerte de gauche. Et c'est pour ça que j'avais suggéré dans une émission que, par exemple, dans la France Insoumise, on suggère un ministère de l'amitié. C'est-à-dire qu'en fait, que l'État devrait subventionner l'amitié. Si on croit que l'État est un principe de rationalisation du monde, que l'État doit servir à inciter les gens à vivre des vies plus libres, etc., plutôt qu'il y a un ministère de la famille quand même. Hein. On vit tous avec un ministre de la famille. L'État subventionne la famille. C'est même un droit de l'homme, la famille. Vous pouvez opposer à l'extradition d'un État votre droit à la vie familiale. Vous ne pouvez pas dire à un État, je ne peux pas être extradé parce que j'ai mon meilleur ami à Paris. Vous voyez ? Mais on peut le dire pour sa famille. Donc ça, c'est vraiment une incitation de l'État à conserver le modèle familial parce qu'il y a intérêt précisément. Et moi, je pense que si jamais on voulait créer une société révolutionnaire, eh ben, une société qui subventionnerait l'amitié, qui ferait des allocations amicales, qui ferait un ministère de l'amitié, qui inciterait les gens à sortir, qui inciterait les gens à rencontrer, ben, je vous promets, créerait des gens beaucoup plus heureux, beaucoup plus libres. On serait tous un peu comme des éternels étudiants. On serait tous à l'âge de Tolbiac tous les jours et je pense qu'on ferait 80% aux élections présidentielles. Bah, sur ces belles paroles, merci. Merci Geoffroy pour cette heure et demie et on pourrait papoter encore des heures. Merci beaucoup. Merci et on va beaucoup. continuer à papoter. Merci beaucoup. Merci pour de nous interpeller, de nous faire réfléchir et surtout d'être à nos côtés dans la lutte et dans la bataille.
Merci à vous d'avoir été si nombreux à rester 1h30 pendus aux propos. Je vous le redis, les grands entretiens continuent. Vous aurez l'occasion d'entendre Édouard Louis et Monique Pinson-Charlot, mais également, j'avais oublié Médine, qui sont les 3 prochains invités et prochaines invitées de ces débats. Et je pense que nous avons fait, avec Michaël Zemmour, avec Geoffroy, la démonstration que ça valait la peine de venir et d'inviter ces personnes, toutes ces personnes, à nous faire partager leurs réflexions. Merci et bonnes amphis. Ça continue encore jusqu'à dimanche.